s'iront dans le bonheur. Chers citoyens, que le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, la la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Enfin aujourd'hui, dans la voie du ciel, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, malheureusement on a été coupé et je crains fort qu'on ne va réduire l'émission drastiquement. Je ne pourrai plus expliquer comme je voudrais parce que le temps étant ce qu'il est et à cause de nos occupations, je vais donc juste lire et puis faire des résumés simples et puis laisser la parole rapidement. Je ne pense même plus que les gens pourraient participer de façon interactive, mais je vais essayer de raccourcir le maximum possible pour laisser la parole aux uns aux autres. Révision de la liste électorale. La CEI nous informe depuis hier que ça a été prolongé d'une semaine. Normalement, la révision devrait finir le 10 novembre 2024, mais la CEI a décidé autrement à travers un communiqué qu'elle a remis au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. La CEI a demandé à ce qu'on puisse prolonger. C'est la raison que la CEI nous donne. La période de la collecte des informations dans les centres d'enrôlement sur le territoire national et à l'étranger dans les pays concernés par cette opération en vue de la révision de la liste électorale est prolongée jusqu'au 17 novembre 2024 sous l'autorité et la responsabilité de la Commission électorale indépendante, annonce le communiqué. La note précise que cette prolongation du délai de la révision de la liste électorale fait suite à une demande de la CEI présentée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Donc l'opération lancée le 19 octobre 2024 devrait initialement s'achever le dimanche 10 novembre. Selon les chiffres de la CEI, environ 500 000 requérants ont été enregistrés, dont 300 000 nouveaux inscrits. Et donc, sur cette liste-là, jusqu'à ce moment où nous vous parlons, la CEI dit que c'est 500 000 personnes qui se sont inscrites. Et parmi ces 500 000 personnes, on a 300 000 qui sont des nouveaux votants, c'est-à-dire des jeunes majeurs. Avant la prorogation des principaux partis de l'opposition, notamment le PPACI de Laurent Gbagbo, et des Tidjane Thiam avaient demandé une extension de la période d'enrôlement d'au moins 3 mois. La révision de la liste électorale qui compte actuellement plus de 8 millions d'électeurs avait débuté le 19 octobre 2020. Et donc du côté des opposants, eux, ils avaient demandé que ce soit prolongé de 3 mois. Et Tidjane Thiam était allé même jusqu'à demander que la révision soit mise jusqu'en avril 2025. 3 semaines sur 52, ce n'est pas suffisant. Il faut prolonger jusqu'en mars ou avril. Déclarait Tidjane Thiam après une visite dans les centres d'enrôlement de Bingerville, Abobo et Cocody, en insistant sur la nécessité d'une prolongation. Et donc, voilà un peu ce qu'ils ont dit. La CEI, responsable de l'organisation de l'ensemble des opérations électorales, estime que 5 millions d'Ivoiriens ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale pour cette opération. Environ 12 000 centres de recensement ont été ouverts dans le but d'inciter 4 500 000 nouveaux électeurs à s'inscrire. Et donc, il y a encore une semaine, pour ceux encore qui n'ont pas pu, on attend de voir la différence que cela pourrait mener. Mais de ma position, je peux estimer que si le temps qui a été donné n'a pas été suffisant, ce ne serait pas une semaine qui ferait la différence. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. On attendra de voir donc la différence que cela pourrait mettre. Parce qu'en réalité, ceux qui voulaient s'inscrire l'ont fait. Et pour moi, c'est une perte de temps qui n'apportera aucun changement. Mais on attend de voir le résultat qu'ils vont finalement nous donner ici. Sujet numéro 2, colère contre les Libanais en Côte d'Ivoire, ce qu'il faut savoir. Ce sont des choses qu'on a déjà eu à dire ici. Et l'article même, qui est tiré de aprnews.com, ne fait que reprendre un article même ancien de Jeune Afrique, mais qu'il interprète avec quelques éléments nouveaux. C'est ce que nous allons lire simplement, sinon il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, puisque déjà tous les détails que nous savions
ont été déjà évoqués plus d'une fois. La récente vague de critiques sur les réseaux sociaux contre la communauté libanaise de Côte d'Ivoire n'est pas qu'une simple réaction émotionnelle à la rumeur d'une immigration massive. Le fait qu'aujourd'hui tout le monde, en tout cas en Côte d'Ivoire, sur les réseaux sociaux, se soit levé contre les Libanais, c'est pas simplement une émotion. C'est pas seulement que les gens sont contents ou ils sont fâchés qu'ils se sont levés. Elle relève d'un malaise profond, ancien, qui mérite une analyse profonde. C'est en fait quelque chose qui est dans notre société en Côte d'Ivoire depuis très longtemps. C'est une ancienne réalité, mais le fait que ça soit maintenant partout sur la toile, ça mérite qu'on se demande mais pourquoi ce sentiment-là est devenu encore plus grave. Les blogueurs et influenceurs ivoiriens qui élèvent la voix ne font que cristalliser un ressentiment accumulé depuis des années. Toutes les personnes que vous entendez en ce moment, ce qu'elles disent, ce sont des sentiments que les gens ont ressentis depuis des années et des années. La communauté libanaise estimée à près de 100 000 personnes en Côte d'Ivoire, soit 90% de la diaspora libanaise en Afrique de l'Ouest, détient un pouvoir économique considérable. Donc quand tu prends les Libanais, l'ensemble de tous les Libanais qui vivent en Afrique de l'Ouest, 90% vivent en Côte d'Ivoire. Ça veut dire 9 sur 10 vivent en Côte d'Ivoire. Et actuellement en Côte d'Ivoire, on a près de 100 000 Libanais qui sont en Côte d'Ivoire. Et ces 100 000 Libanais détiennent un pouvoir économique qui est très grand. Les chiffres sont éloquents. 40% de l'économie ivoirienne est sous contrôle libanais, représentant 8% du PIB national. Ces 100 000 personnes qui sont en Côte d'Ivoire, elles ont 40% de l'économie ivoirienne en main. Maintenant, en ce qui concerne le PIB, ça veut dire toute la richesse que la Côte d'Ivoire produit en une année, ces 100 000 personnes-là ont 8% du PIB de la Côte d'Ivoire. Selon Joseph Koury, le président de la Chambre de commerce et d'industrie des Libanais de Côte d'Ivoire, leurs 3000 sociétés dominent des secteurs stratégiques. Donc, selon Joseph Koury, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie des Libanais de Côte d'Ivoire, ils auraient, les Libanais, 3000 sociétés en Côte d'Ivoire et ces sociétés-là couvrent tous les domaines, à compter l'immobilier, l'industrie, le transport, la grande distribution, la métallurgie, la pétrochimie, l'industrie de la production de plastique, les parfumeries. Tout ça sont sous la mainmise des Libanais. Cette prédominance économique s'étend jusqu'au foncier, avec des quartiers entiers comme Marcory, largement acquis par des investisseurs libanais. Mais en plus, ils sont aussi dans le foncier, c'est-à-dire dans l'occupation des terres. Et aujourd'hui, des quartiers entiers comme Marcory sont pratiquement aux mains des Libanais. Si certains rappellent que leur présence est antérieure à l'indépendance du pays, d'autres s'interrogent sur l'équilibre d'un tel système économique. Il y a des gens qui vous diront, mais ils sont là depuis bien l'indépendance. Oui, mais en même temps, est-ce que quand une communauté a un tel pouvoir économique, est-ce que ça ne crée pas un déséquilibre? On me dira, mais c'est parce qu'ils savent lutter et c'est parce qu'ils ont lutté. Mais en même temps aussi, ça veut dire que c'est un déséquilibre qui est créé dans l'économie. Et ça, si on n'en tient pas compte, ça peut avoir des conséquences sur même notre société. La prospérité économique des Libanais en Côte d'Ivoire s'accompagne d'un choix délibéré de vivre en marge de la société ivoirienne, choix qui traduit une mentalité profondément problématique. Et donc, avec toute cette prospérité économique, avec tout ce pouvoir économique qu'ils obtiennent en Côte d'Ivoire, les Libanais ont décidé de ne pas vivre dans la communauté, dans la société ivoirienne. Ils vivent en fonction de leur propre paradigme, ils vivent en fonction de leur propre réalité. Et pour eux, la Côte d'Ivoire n'est que, la Côte d'Ivoire n'est qu'un passoire.
Ce n'est pas un but. Je recherche encore un mot qui soit un peu plus fort. La Côte d'Ivoire n'est qu'un élément qu'ils utilisent pour atteindre leurs objectifs. Mais après cela, eux doivent continuer à vivre comme ils l'entendent. La communauté libanaise a consciemment développé un système parallèle complet. Et pour vous démontrer combien de fois ils sont en Côte d'Ivoire, mais ils ont du dégoût pour les Ivoiriens que vous et nous sommes. Ils ont développé des systèmes parallèles. Ils ont leurs écoles privées où vous retrouverez très peu d'enfants ivoiriens. Ils ont leurs cliniques privées pour créer une distinction sociale entre eux et le reste des Ivoiriens. Les Libanais font leur propre concours de beauté. Ils ont leurs propres réseaux sociaux. Cette organisation n'est pas le fruit du hasard. C'est bien celui d'une vision hiérarchisée de la société où la communauté libanaise se considère comme une élite devant se préserver de tout mélange avec la population ivoirienne. Mais c'est un choix qui est fait exprès pour dire que on va catégoriser la société ivoirienne. Eux, ils vont se donner une place pour ne pas se mélanger avec les indigènes locaux que sont les Ivoiriens. On a vu cela avec le Libéria qui est à côté de nous. Et quand les Américains ont été déportés, qui avaient voulu créer la nouvelle terre de la liberté, Liberia, et quand ils ont été mis là-bas, c'est le même schéma qui avait été mis en place. Et on avait traité les natifs, les indigènes, comme des hommes de second plan à travers le pouvoir politique. Ici, dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est les Libanais qui recopient le même modèle, mais en utilisant le pouvoir financier que le pays leur donne. Cette mentalité de supériorité se manifeste jusque dans les interactions quotidiennes. Et donc, dans la tête d'un Libanais qui vit en Côte d'Ivoire, lui, il est largement mieux qu'un Ivoirien. Et, comme on le dit, l'Ivoirien même est vu par lui comme un animal, un homme, un animal que lui peut traiter comme il veut. Le refus de s'intégrer véritablement à la société ivoirienne n'est pas qu'une simple préférence culturelle. Il reflète de la conception hautaine des rapports sociaux, hérités d'une époque que l'on croyait révolue. Et donc, le fait que les Libanais ne veulent pas se mettre au même niveau que la société ivoirienne, ou bien tout de même accepter de rentrer dans la société ivoirienne, c'est un sentiment de supériorité de la peau blanche sur la peau noire. C'est un sentiment d'arabo-esclavagiste, ça veut dire arabe avec la mentalité d'esclave vis-à-vis du noir. C'est ce qui caractérise d'abord leur rapport à la société ivoirienne. Et donc, ça fait qu'ils sont arrogants, ça fait qu'ils sont condescendants, ça fait qu'ils sont gonflés parce qu'eux ne peuvent pas accepter que des noirs, des nègres puissent se mélanger à eux. Même quand ils sont dans le pays des nègres, il faut que cette différence-là soit mise et qu'elle soit vue et qu'elle soit ressentie. Plus préoccupant encore, certains membres de la communauté libanaise, ayant obtenu la nationalité ivoirienne par des voies parfois douteuses, poussent l'arrogance jusqu'à narguer les nationaux en se proclamant plus ivoiriens que eux. Et certains même vont plus loin pour dire tellement les Ivoiriens ne sont rien, tellement les Ivoiriens sont comparables à des animaux. Ils viennent, ils obtiennent souvent même la nationalité, pas par les moyens légaux, mais une fois qu'ils ont ces papiers-là, ils se comportent plus ivoiriens que les Ivoiriens eux-mêmes. Non seulement ils le disent, mais ils le font parce qu'ils ont le pouvoir financier de pouvoir corrompre toute la société pour atteindre leurs objectifs. Cette attitude de supériorité se retrouve également dans le monde du travail où les employés ivoiriens, même qualifiés, se voient régulièrement traités comme des subalternes, indépendamment de leurs compétences ou de leur position. Ce comportement traduit une vision profondément ancrée de supériorité raciale et sociale qui n'a plus sa place dans une Côte d'Ivoire moderne et égalitaire. Et donc, ce rapport de dominés et de dominateurs que les Libanais ont dans leur subconscient, ont dans leur comportement et ont dans leur rapport à la société ivoirienne, malheureusement, qu'on le veuille ou pas, c'est parce qu'on leur a donné
trop de pouvoir financier. Et je l'ai dit, en Afrique de l'Ouest, 90% des Libanais vivent en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont quitté le Liban, 90% en Afrique de l'Ouest vivent en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas fait exprès. Et donc, c'est pourquoi les Libanais ne peuvent pas respecter un employé ivoirien, bien qu'il soit qualifié. Ils ne peuvent pas le respecter parce qu'ils imposent ce rapport d'abord d'esclave à maître. Ça, c'est leur minimum. Et donc, l'Ivoirien ne sera jamais rien parce qu'ils disent, eux, ils sont une race supérieure. Et non seulement ça, vous les Ivoiriens, des moutons, eux viennent dans votre pays, ils viennent s'enrichir dans votre pays avec votre richesse et puis vous commandent avec ça. Le malaise actuel prend une dimension particulière à la lumière du traitement réservé aux Africains au Liban. Et donc, quand on regarde tout ça, il y a quelque chose qui est venu réveiller tout ce sentiment. Et ça, il ne faut pas l'occulter. Avec la guerre qu'il y a actuellement au Liban, sur les réseaux sociaux, on a pu voir comment les Africains sont traités au Liban. Mais bien avant cette guerre, il y a un système, comme je l'ai dit, avec leur esprit d'Arabes qui doivent esclavagiser les Noirs. Ils ont un système qu'on appelle la kafala. La kafala, c'est quoi? C'est le système de maître et d'esclave. Quand un Noir entre dans les pays arabes, on prend directement son passeport et on le confie à un Arabe qui devient son maître. Pour dire simple, c'est l'esclavage. Le système de la kafala, véritable forme d'esclavage moderne selon les ONG, place les travailleurs africains dans une situation de vulnérabilité extrême. Les employés des maisons subissent des traitements inhumains, confiscation systématique des passeports dès leur arrivée à Beyrouth, conditions de travail proches de l'esclavage, violences physiques et morales quotidiennes. Tous ceux qui sont des travailleurs, qui vont travailler comme agents de maison, qu'on appelle boy, ou bien bonne, dès qu'ils arrivent là-bas, leurs passeports sont pris et confisqués. Face à cette situation, les influenceurs ivoiriens appellent à une stricte réciprocité. Leurs revendications sont claires. Si les passeports des Africains sont confisqués au Liban, pourquoi ne pas appliquer cette même restriction aux Libanais en Afrique? Cette demande de réciprocité, bien que radicale, traduit une exaspération légitime face à l'asymétrie des traitements entre les deux communautés. Et donc, pourquoi, si eux traitent nos frères ivoiriens et africains de cette façon-là, pourquoi eux aussi, on ne peut pas prendre leur passeport libanais et puis les garder? Pourquoi nous leur faisons une trop grande part? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui montrons que les Libanais sont mieux que nous? Parce que ce que quelqu'un te fait, quand tu lui retournes cela, ça s'appelle simplement retourner la monnaie à la personne. Et donc les gens se disent, mais tel qu'ils nous traitent dans leur pays, on devrait être aussi capable de les traiter de la même manière. Comme ça, ils allaient comprendre que ce qu'ils font est mauvais. La prospérité économique ne peut plus servir d'écran de fumée aux problèmes d'intégration. Les voix qui s'élèvent aujourd'hui exigent à juste titre un respect réciproque. Comme le souligne Ahmed Kofi Zarour, cadre du PDCI et lui-même métis ivoiro-libanais, l'hospitalité de la Côte d'Ivoire ne doit pas être interprétée comme de la faiblesse. On nous dit que les Libanais emploieraient plus de 300 000 Ivoiriens. C'est très bien. Mais montrez-moi un seul Ivoirien qui a réussi comme un modèle, qui a travaillé avec les Libanais, qui peut dire aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je suis tellement fier que moi, je suis l'exception. C'est aussi la question qu'on pose. Et donc, quelles sont les solutions qu'il faut appliquer? 1. L'amélioration urgente du traitement des Africains au Liban avec la participation active de la diaspora libanaise en Afrique. On demande aux Libanais qui sont dans nos pays africains, là, dites à vos parents, là, comment vous êtes traités en Afrique chez nous. Est-ce qu'on vous maltraite? Est-ce qu'on fait la kafala? Est-ce qu'on vous sous-humanise? Est-ce qu'on n'a pas envie de vivre avec vous? Dites à vos parents qui sont au Liban, là, qu'on en a marre de leur comportement de kafala, qu'on en a marre de leur comportement d'esclavagiser nos frères qui sont au Liban, parce que si la même chose vous était faite en Afrique, vous ne seriez pas contents. Et eux-mêmes ne seraient pas contents.
Ça, c'est la première chose qu'on va vous dire. Au lieu de chercher à vous exhiber ou à vous cacher, dites à vos parents d'arrêter le comportement dégradant qu'ils accordent à nos parents. Si on vous a permis d'avoir plus de 40% de notre économie, 8% de notre PIB, ayez le courage de dire cela à vos parents parce qu'on n'arrive plus à supporter ça. Et comme vous êtes avec nous, un jour là, on risque de se déverser sur vous. Ça, il faut qu'on vous dise. Deuxième solution, une plus grande ouverture de la communauté libanaise vers la société ivoirienne. C'est vous, les Libanais de Côte d'Ivoire, c'est vous qui êtes venus chez nous. Même si vous étiez des rois chez vous là, à partir du moment où vous êtes venus chez nous en Côte d'Ivoire là, ça veut dire que vous avez besoin de nous. Donc, à partir du moment, il y a quelqu'un qui me dit qu'on n'entend rien. Si tel est le cas, signalez-moi le plus tôt possible, je vais arrêter parce que à l'impossible, nul n'est tenu. S'il y a une personne qui entend, dites-moi j'entends. S'il y a une personne qui n'entend pas, dites-moi que vous n'entendez pas pour que je puisse arrêter pour ne pas parler dans le vide. Et déjà, on est extrêmement pris par le temps. Et il y a quelqu'un qui me signale qu'il n'entend pas. Si tel est le cas, s'il vous plaît, dites-moi pour que j'arrête automatiquement. Ok, tant qu'on m'entend. Et donc, cher monsieur, c'est vous qui ne nous entendez pas. C'est vous qui êtes venus dans notre pays, vous les Libanais. Et donc, à partir du moment où la Côte d'Ivoire seule accepte de prendre 90% de tous les Ivoiriens qui vivent en Afrique de l'Ouest, ça veut dire que nous n'avons pas de problème avec vous. Mais vous, vous avez un problème avec nous. Vous voulez nous traiter comme des animaux dans notre pays. Ça ne se passe pas comme ça. Si vous voulez avoir cette volonté de puissance-là, vous auriez dû rester chez vous là-bas pour exercer ça chez vous. C'est parce que vous n'étiez rien chez vous que vous êtes venu vous chercher en Côte d'Ivoire. Et cette vérité-là, on va vous dire ça propre. Et donc, à partir du moment où vous n'étiez rien chez eux, et puis la Côte d'Ivoire a fait votre tolérie, la Côte d'Ivoire vous a donné de la grandeur économique là. Vous devez respecter les Ivoiriens. Ce n'est pas à nous de nous adapter à vos comportements. Ce sera à vous de comprendre comment les Ivoiriens vivent et d'aller vers la société ivoirienne pour arrêter votre racisme, pour arrêter votre arrogance et puis pour penser qu'avec l'argent, si vous avez pu corrompre des cadres, que tous les Ivoiriens sont comme ça. On ne va pas accepter. Ça là, si ça marchait avec nos parents, nos grands-parents là, la nouvelle génération ne va pas accepter ça. Et ça là, nous on préfère vous dire ça directement. Troisième solution, la fin des pratiques discriminatoires. Vous savez que vous êtes raciste, vous savez que vous êtes haineux, vous savez que votre comportement est arrogant. Et ça sent à mille lieues. Et donc là, si vous ne changez pas de comportement, sachez qu'un jour là, les conséquences de vos actions là, vous allez les avoir en pleine figure. Quatrième solution, il faut que le gouvernement actuel prenne le temps de bien vérifier les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire pour vérifier leur nationalité. Beaucoup disent, je suis ivoirien, je suis comme ci, je suis comme ça. Là. Il faut qu'on revoie l'acquisition de la nationalité ivoirienne par les Libanais et qu'on les mette au pas. Parce que s'ils aiment la Côte d'Ivoire, il y a plus de 1600 milliards qui sortent chaque année de la Chambre de commerce et des Libanais de Côte d'Ivoire. L'argent là va où? S'ils étaient vraiment ivoiriens, quand tu prends une nationalité, ça veut dire que tu aimes tellement ce pays que ce que tu gagnes là, tu es prêt à investir dans ce pays. Mais cet argent-là, ça va où? Ils investissent ça en dehors de la Côte d'Ivoire. Donc en réalité, la Côte d'Ivoire n'est qu'un passage pour eux, mais pas un but. Et ça, ils font semblant de prendre notre nationalité pour pouvoir profiter de la Côte d'Ivoire en se mettant au même niveau que les Ivoiriens pour piller l'économie et maintenant essayer de passer. Et ça là, il faut être capable de le dire, les Ivoiriens, et demander à l'État de Côte d'Ivoire de mettre radicalement fin à ce désordre de l'acquisition de la nationalité ivoirienne par les Libanais. L'application du principe de réciprocité dans le traitement des ressortissants. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous cherchez aujourd'hui à vous protéger, mais il y a de l'hypocrisie dans votre comportement. Dites à vos parents d'arrêter de sous-humaniser nos parents qui sont en Liban chez vous là-bas.
Dites à vos parents d'arrêter la kafala, de bloquer les passeports de nos parents qui sont chez vous là-bas. Sinon, on pourra aussi appliquer la réciprocité sur le terrain. Et vous savez, quand on va rentrer dans pour nous là, ça ne sera pas un jeu. Ça aussi, il faut qu'on puisse vous dire ça. La Côte d'Ivoire et l'Afrique en général, fidèle à sa tradition d'hospitalité, a toujours su accueillir ceux qui contribuent à son développement. Mais cette hospitalité n'est pas un blanc-seing. Elle exige respect, intégration et réciprocité. Les autorités ivoiriennes doivent désormais veiller à ce que ces principes soient strictement respectés pour le bien de tous et pour le bien de toutes les communautés qui composent la Côte d'Ivoire. Et donc c'est simple. Changez votre comportement. Ce n'est pas parce que nous sommes hospitaliers que nous sommes des idiots. Ce n'est pas parce que on accepte de vous intégrer que vous allez nous voir comme des WC publics. Le respect là, c'est mutuel et ça s'impose. Et nous demandons de la fermeté du côté des autorités pour veiller à ce que les principes soient strictement respectés. Le comportement de la communauté libanaise en Côte d'Ivoire est très nauséabond, est très ostentatoire et est très arrogant. Et ça, c'est des choses qu'on le veuille ou pas, il faut le dire et le mettre à la face pour que les gens sachent de quoi aussi il est question. Sujet numéro 3. 4 pays de la CEDEAO pourraient atteindre l'accès universel à l'électricité en 2030. Alors qu'en Afrique du Nord, par exemple, la plupart des pays affichent des taux d'accès à l'électricité qui avoisinent les 100%, aucun État de l'Afrique de l'Ouest n'assure encore l'accès universel à l'électricité pour ses populations malgré l'abondance des ressources. Quand on parle d'accès universel à l'électricité, ici, c'est un article de l'agence Ecofin qui nous dit que d'ici 2030, il y a des pays qui sont 4 en Afrique de l'Ouest, dans la CEDEAO. Quand on parle d'accès universel à l'électricité, ça veut dire que le taux de couverture en électricité dans ces pays-là va être de 100%. Une fois que dans ton pays est couvert à 100% d'électricité, c'est là qu'on dit que tu as atteint l'accès universel à l'électricité. Parce qu'on voit ça déjà en Afrique du Nord. Presque tous les pays de l'Afrique du Nord sont à 100% électrifiés. Mais il n'y a aucun pays en Afrique de l'Ouest qui a encore atteint ce niveau. Donc quand tu n'as pas atteint 100% d'électrification de ton pays, on ne peut pas dire que tu as accès de façon universelle à l'électricité. Mais quels sont les 4 pays qui pourraient atteindre l'accès universel à l'électricité? Le Cap-Vert avec un taux d'électrification de 91% en 2021. Donc parmi ces 4 pays-là, le premier, c'est le Cap-Vert. En 2021, eux, ils étaient déjà à un taux de couverture en électricité de 91%. Donc il est resté 9%. Deuxième pays, la Côte d'Ivoire. Un taux de 85%. La Côte d'Ivoire est actuellement à 85% de taux d'électrification. Donc il nous reste encore 15%. Le Ghana est à un taux d'électrification de 84%. Donc il reste 16% au Ghana. Et enfin le Sénégal, un taux de 76%. Donc il reste 24%. Sont les 4 États membres de la CEDEAO qui pourraient atteindre l'objectif de l'accès universel à l'électricité en 2030 selon la première édition de ECOWAS Energy Outlook publiée en novembre 2024. Et donc, l'information que nous vous donnons, comme je l'ai dit, c'est l'agence Ecofin qui nous donne l'information. Mais l'information, la source même vient de l'agence énergétique de la CEDEAO, qu'on appelle ECOWAS Energy Outlook. Et le rapport a été publié dans ce mois de novembre 2024. Donc, comment on fait pour savoir si un pays est électrifié, puis on sait que c'est 80%, 25%? Il n'y a pas de miracle. La nuit, là, tu prends un avion, tu montes en haut. En fonction des images que vous allez prendre là, on peut faire
le rapport et puis maintenant trouver l'équivalent. Donc, quand on veut mesurer aussi la pauvreté des pays là, on n'a même pas besoin, on peut faire la même chose. Plus il y a d'obscurité la nuit dans un pays, ça veut dire que c'est un pays misérable. La lumière là, c'est la première source qui conduit quelqu'un vers la richesse. Parce que la nuit, quand tu peux voir clair, ça ouvre ton cerveau. Avec l'électricité, ça ouvre beaucoup de perspectives. Et donc, il faut saluer ces 4 pays, qui sont le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Sénégal, qui ont compris que c'est le développement qui est le plus important et que c'est à travers la lumière que jaillit le reste du bonheur. Selon ce rapport, entre 2010 et 2021, l'accès à l'électricité a connu un taux de croissance moyen de 2,9% dans la région CEDEAO. Le pourcentage des ménages ayant accès à l'électricité est passé de 41% en 2010 à 56% en 2021. Si la tendance est maintenue, seulement 75% des ménages auront accès à l'électricité en 2030 et ce n'est que 10 ans après que la région pourrait atteindre un accès universel à l'électricité. Mais de façon globale, si on prend les 15 pays de la CEDEAO, il faut reconnaître que l'accès à l'électricité est en train de s'accroître. Les gens commencent à avoir accès à l'électricité. Ils ont pris par exemple, en 2010, dans la CEDEAO, quand on met tous les pays ensemble, il y avait 41% des habitants de la CEDEAO qui avaient accès à l'électricité. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire 11 ans après, en 2021, il y a aujourd'hui 56% qui ont accès à l'électricité. Et donc, le rapport nous dit que si on continue comme ça, sur ces mêmes données, jusqu'en 2030, globalement parlant, ce sera 75% de la CEDEAO qui aura accès à l'électricité. Et donc, il va falloir attendre jusqu'en 2040 pour qu'on puisse électrifier toute la CEDEAO. Et là, ce qui transparaît, c'est que c'est une très bonne chose parce que ça permet de savoir que nous sommes en train d'aller de l'avant. Ça, au moins, il faut encourager cela. Même si tous les pays ne sont pas au même niveau, mais déjà de façon globale, si les choses évoluent, c'est déjà une très bonne chose. Une note du ministère de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France affirme que l'Afrique de l'Ouest est en tête des zones à forte augmentation de la consommation d'électricité à travers le monde. Une tendance qui résulte des besoins d'électrification pour son développement et sa croissance démographique. Avec 800 millions d'habitants d'ici 2050 contre 447 millions actuellement, ainsi la demande en énergie de la CEDEAO qui était de 21,3 GW en 2022 contre 15,3 GW en 2018 devrait s'établir à 26,8 GW en 2025. Et donc, il y a une autre agence française qui a fait des projections. Et on a constaté que, avec aujourd'hui la quantité de population qu'on a, jusqu'en 2050, on aura 800 millions de personnes. Et donc, avec les 800 millions de personnes, l'Afrique de l'Ouest, et en particulier la CEDEAO, la consommation en électricité ne fera qu'augmenter. Et donc, cette demande d'électricité qui ne fera qu'augmenter, on va se retrouver autour de 2025 à 26,8 GW pour demander l'utilisation de l'électricité. Dans ce contexte, l'accès à l'électricité pour tous reste un défi majeur. Et donc, qu'est-ce que cela implique? Ça veut dire qu'il faut investir dans les équipements pour essayer d'aller un peu plus vite. Parce que le taux de population qui va augmenter va aussi demander l'électricité. Et donc, dès maintenant, si on ne met pas les moyens qu'il faut pour essayer d'aller avec la taille de l'évolution de la population, ça va poser des problèmes. Mais actuellement, avec les efforts qui sont faits, c'est certes à encourager, mais il faut encore encourager davantage.
Et donc, l'accès à l'électricité reste toujours un défi. Pas forcément aujourd'hui, mais lorsqu'on fait une projection sur les années à venir, il y a du travail qui doit être fait. Les découvertes importantes de gaz et de pétrole dans plusieurs pays et les nouveaux projets d'infrastructures gazières pourraient aider à relever ce défi. Mais les pays de cette région doivent également miser sur les opportunités offertes par les énergies renouvelables et s'inscrire dans la durabilité. Et donc, il y a beaucoup aujourd'hui de pays qui ont compris cela et qui essaient, à travers les infrastructures, la prospection gazière, l'énergie et aussi à travers le pétrole, il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui essayent de diversifier leurs sources de création de l'électricité. L'énergie hydroélectrique, les barrages ne sont pas suffisants. Le gaz ne sera pas suffisant. Le pétrole pour produire l'électricité ne sera pas suffisant. Il faut aussi penser à l'économie verte. Ça veut dire aux nouvelles méthodes comme par exemple les éoliennes, comme par exemple les panneaux solaires. Et il y a des pays comme la Côte d'Ivoire déjà qui sont largement en train d'évoluer dans ce domaine-là. Voilà autant de solutions qui s'offrent à ces pays-là. Et ce sont aussi des solutions non seulement renouvelables, mais ce sont des solutions qui peuvent durer dans le temps. Et donc, on peut exploiter tout cela pour essayer d'offrir le bonheur à nos populations, surtout en Afrique de l'Ouest, en termes d'accessibilité à l'électricité. Mesdames et messieurs, comme je le disais, c'est ici qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Et donc, tous ceux qui veulent prendre la parole, on va vous dire de vous signaler rapidement pour qu'on puisse vous laisser la parole et pour que vous puissiez vous exprimer. Et encore, nous vous disons merci de nous faire confiance et merci de toujours être là. Et c'est le peu que nous aurions pu faire aujourd'hui. Et on espère bien que ça aura plu aux uns aux autres. Et donc, tous ceux qui souhaitent prendre la parole, signalez-vous le plus rapidement possible, puisqu'on est un peu pris par le temps. On va donner directement la parole aux uns aux autres. Et s'il n'y a plus de personnes, on va donc directement mettre fin au direct et on va dire merci aux uns aux autres pour pouvoir progresser. Alors? Alors? Oui, alors, bonjour, monsieur le frère. Bonjour. Oui, je vais très bien. Vous-même? Très bien, merci. Ok. Bonne Donc, émission comme d'habitude. merci beaucoup. J'ai vraiment aimé ton Ceux qui sont des habitués, s'il vous plaît, écrivez simplement, on va vous prendre. C'est mieux. Ceux qui sont des habitués, écrivez, je veux la parole. Ça nous aide plus. Parce que quand il y a des gens qui parlent et qu'on les interrompt, ça fait perdre le temps et ça fait les gens n'arrivent pas à entendre. Si vous êtes des habitués, simplement écrivez, je veux la parole. Ceux qui ont déjà utilisé le Messenger, écrivez simplement, je veux la parole. Donc, vous nous excusez. Vous avez la parole. D'accord, merci. Comme je le disais, j'ai une bonne émission comme d'habitude. J'ai vraiment aimé ton article sur Saleh Tchemokola dernière. Quand bien je n'ai pas pu continuer compte tenu de mon boulot. Vraiment, c'est vraiment un bel article. On attend la suite de ce procès. Et là, aujourd'hui, je vais m'exprimer un peu sur le cas des Libanais. Il faut le dire, depuis un certain moment, les réseaux sociaux vraiment sont remplis des informations sur les Libanais et qu'est-ce qui se passe au pays là-bas. Chacun y va de son côté avec les arguments qu'ils peuvent envoyer. Mais il faut le dire que moi, je prends un peu comment on appelle cette situation un peu différemment de certains de nos confrères qui amènent des arguments souvent vraiment dont je ne suis pas vraiment d'accord. Moi, je vais te donner un exemple, par exemple. Comme je le sais que moi, je vis ici à New York, et concernant les communautés, on dit que les Libanais vivent dans leur communauté. Et moi, je suis venu aux États-Unis et je me suis rendu compte aussi que même ici à New York, les gens vivent en communauté aussi. Et c'est partout dans le monde. Même en Côte d'Ivoire, quand tu regardes, on va te dire Djulabou, on va te dire Moshukro, on va te dire Baoulekro. En général, c'est un peu un truc un peu sociologique. C'est un peu le comportement de l'humain, ça, de vivre dans sa communauté où il se sent plus à l'aise.
Nous qui sommes ici, même les mosquées, on dit la mosquée des Ivoiriens, où nous-mêmes on va à la Sainte-Thérèse, la mosquée des Ivoiriens, la mosquée des Sénégalais. Et les gens se sentent plus à l'aise dans ce sens-là. Et quand tu vas encore en Côte d'Ivoire, les Libanais en majorité, pour ceux qui sont musulmans, les Libanais sont des chiites. Et en Côte d'Ivoire, les gens sont plus sunnites en Côte d'Ivoire. Donc, tu n'as qu'un sunnite qui va se retrouver dans une mosquée chiite, ils ont leur manière de prier, peut-être qu'il va se sentir un peu étranger. Et on connaît l'antagonisme qui se trouve entre ces deux peuples-là. Ces deux tendances religieuses, c'est vraiment compliqué le plus souvent. Donc souvent, les gens ont tendance à rester toujours dans leur communauté ou bien dans leur confession, là où ils se sentent le plus à l'aise. Maintenant, concernant l'économie ivoirienne, on dit que les Libanais ont 40% de l'économie ivoirienne. C'est ce que les gens disent partout. Mais moi, ce que je sais, c'est que le président le répète tout le temps. Il dit que nous sommes dans une économie libérale. À partir du moment où c'est un choix que nous avons fait pour notre pays, libéral, donc chacun vient, il essaie d'envoyer ses idées et essaie de se faire un peu d'argent. Moi, je pense que en Côte d'Ivoire, notre gros problème, si on doit concurrencer les Libanais, parce qu'on ne peut pas dire aux Libanais, mais pourquoi vous avez réussi? Et à partir du moment où on va dans ce sens-là, c'est comme si nous, on n'est pas d'accord avec notre système économique. Mais moi, je pense plutôt que nous, les Ivoiriens, on doit se mettre ensemble et former des groupes et créer nos propres entreprises. Il y a un jeune Ivoirien actuellement en Côte d'Ivoire que je l'apprécie beaucoup, il s'appelle Drogbo, quelque chose comme ça, un jeune d'été là, mais qui fait des trucs incroyables en Côte d'Ivoire avec son groupe. Aujourd'hui, ils sont le Damali Express, qui est un fast-food ivoirien. Il a en équipe avec la dame là. Ils ont créé aussi un parc aquatique, ils ont créé des restaurants, ils ont créé un parc automobile où ils font du taxi, du VTC, mais ça marche bien. Et donc, il dit, lui-même, il a envoyé ce sujet-là une fois, il a dit non, les Libanais, mais c'est de bonne guerre. Quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils se mettent ensemble et puis ils créent des entreprises et ils sont puissants. Et tout le monde sait, nous tous on le sait, que dans un pays, ceux qui ont le contrôle financier, c'est le seul rapport de force, mais ils vont dominer. C'est comme ça. Tu as vu? Donc aujourd'hui, moi je pense que nous les Ivoiriens, ce qu'on doit comprendre, puisque nous sommes en compétition, on doit se mettre ensemble, former les groupes, parce que chacun individuellement, on ne pourra rien faire et ça ne va pas marcher, compte tenu de notre mentalité déjà. Tu as vu? C'est comme ça, moi je vois la situation, en fait, en gros. Maintenant, tu as dit quelque chose tout à l'heure concernant le racisme arabo-musulman, c'est une réalité. C'est eux qui nous ont dominés. Ils nous ont dominés à un certain moment de la vie. Aujourd'hui, c'est eux qui on porte leur nom. À partir du moment où tu portes le nom d'une autre ethnie ou bien d'un autre groupe, mais la personne se sent supérieure à toi. Et c'est ce que les Africains doivent comprendre. À partir du moment où tu t'appelles Jean, mais le Français qui est là-bas, il sait très bien que ce Jean émane d'une colonisation, d'un esclavage, d'une sorte d'esclavage. Et quand tu t'appelles Souleymane, mais l'arabe sait très bien qu'à un certain moment, ses ancêtres vous ont dominé, et voilà pourquoi vous portez le nom Souleymane. C'est la même chose que le nom américain quand il s'appelle Jackson. Jackson n'est rien d'autre que le nom du maître. Donc, il y a ce sentiment de dominance. Donc, voilà pourquoi, souvent, moi, quand j'appelle ton émission, je dis, mais les Africains doivent comprendre qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir honte de notre culture, de si ton papa, il s'appelle tant, du nom de ton village là-bas qu'ils ont donné avant, mais ils soient fiers de ce nom-là, au lieu de forcément courir derrière le nom de quelqu'un d'autre. À partir du moment où tu veux emprunter le nom de quelqu'un, de la culture de quelqu'un d'autre, mais tu vas te sentir inférieur et il va se sentir supérieur à toi. Tu as vu? Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et concernant la maltraitance des Ivoiriens, comment on appelle ça, au Liban, ben, je crois que c'est nos politiciens qui doivent vraiment voir ce cas-là parce que c'est atroce. On voit de ces images, c'est incroyable. Donc si nos politiciens sont incapables de pouvoir interpeller les politiciens de ces pays arabes-là, ben, je crois que nous, les citoyens, on ne peut pratiquement plus rien faire. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de nous amener à une révolte au niveau du pays. Et là encore, c'est même pas bien pour l'image du pays. Tu vois, donc moi je pense que vraiment il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de choses qu'on doit voir. Mais la solution à tout ça, c'est d'équilibrer le rapport de force économique. Et le rapport de force économique viendra que des Ivoiriens, rien d'autre, personne ne viendra faire pour nous. Tant que nous, on n'utilise pas notre cerveau pour pas nous mettre au travail et comprendre que si le vendeur de Garba, le gars qui vient du Niger,
avec ses mains vides, il est venu créer les garbadromes. Jusqu'à son nom est là-dessus, c'est parce qu'ils se sont réfléchis à un certain moment et créé tous ces trucs-là. Donc il est temps pour nous aussi de réfléchir et de se mettre au travail et valoriser nos propres trucs, et on peut le faire si on le veut bien. Merci bien, M. Leclerc. Vraiment, merci pour ce que vous avez dit. La cause fondamentale, c'est nous-mêmes. Si nous nous mettions ensemble et si nous reprenons conscience de nous-mêmes, en tout cas dans notre pays, on peut reprendre notre économie et équilibrer les rapports de force. Et ça, c'est bien dit et c'est bien juste. Espérons bien que les Ivoiriens se réveillent. C'est ce que j'ai toujours dit. Ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux, mais il faut être dans la vraie vie pour mettre des vraies solutions. Ça, c'est très important que d'être dans la complainte permanente. Vraiment, merci beaucoup. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci bien, merci bien. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonne écoute. Okay. Alors? Oui, bonjour, cher mère. Comment allez-vous? Bonjour, le frère. Comment ça va? Oui, grâce à Dieu. Attends, hein. Je sais pas ce qui se passe. Ah. Vous avez un autre appareil qui est allumé. Ok, attends que je t'en ça. Alors? Allô, tu Leclerc, tu m'entends? Oui, on arrive à vous entendre. Ah, ok. Ok, Bonjour, cher mère. Bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? Leclerc, dans cette affaire de, comment on appelle, Libanais là, moi, à mon avis, c'est une propagande des propagos et des soroïstes. Il faut qu'on arrête. Franchement, il faut que ce soit la dernière vidéo qu'on va parler de cette affaire-là. Parce que tout ce qu'ils sont en train de raconter, hier, les soroïstes ont fait des panels. Ils ont découvert que c'était une propagande des soroïstes et les propagos j'étais là pour révolter les Ivoiriens, pour un soulèvement populaire pour chasser le président. Il faut que ça s'arrête. Parce que c'est pas du tout normal. Les Libanais ne nous empêchent pas d'évoluer. Nous, les Africains, nous, les Ivoiriens, quand est-ce qu'on va prendre nos responsabilités pour être honnêtes avec nous-mêmes? Toi et moi, l'éclaireur, on va s'élever aux États-Unis pour chercher à ouvrir notre compagnie. Et 2 ans, 3 ans, quelqu'un va trahir quelqu'un, ou quelqu'un va prendre l'argent de l'autre pour fuir. Mais quand est-ce que nous, les Africains, on va commencer, les Ivoiriens? Moi, je parle des Ivoiriens. Je ne parle pas des Africains. Parce que cette affaire a été jetée sur le TikTok là-bas. Les gens parlent, les Africains. Tous ceux qui sortent pour venir se plaindre, c'est les propagos et les soroïstes et les tchanistes. Oh, les jeunes filles libériennes sont maltraitées au Liban. Les jeunes filles camerounaises sont maltraitées au Liban. Les Togolais sont maltraités au Liban. Les Ivoiriens sont maltraités au Liban. Mais les Libanais se sont levés. Les jeunes Libanais de la Côte d'Ivoire se sont levés, rentrés dans tous les TikTok. Ils ont demandé aux Ivoiriens qui sont maltraités au Liban de leur faire appel. Eux, ils vont rentrer au Liban pour aller libérer ces filles-là, les Ivoiriennes. Mais aucune n'est venue se plaindre. Aucune fille libérée. Ça fait 1 semaine maintenant que ils sont montés sur tous les panels pour leur demander, toutes les Ivoiriens qui sont maltraités au Liban, de venir se plaindre. Eux, ils vont payer leurs billets pour aller les libérer au Liban là-bas et puis prendre leur passeport, de leur cafanard. Aucune n'est sortie. Tous ceux qui viennent se plaindre, c'est les propagos et les soroïstes et les tchamis, les tchakadiens. On maltraite les Sierra Leonais. Mais pourquoi c'est la Côte d'Ivoire qui doit faire ce palabre-là pour l'Afrique? Pourquoi? Mais il y a des Ivoiriennes qui sont sorties, elles sont au Liban là-bas, elles disent jamais.
Parce qu'après la CAN, les Marocains sont venus à Côte d'Ivoire. Actuellement, au Maroc, c'est les Ivoiriens et les Ivoiriens qui sont bien traités par rapport à tous les autres ethnies. À cause de la CAN, les Libanais, quand ils sont venus en Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens qui sont bien traités. On ne les arrache pas les passeports, on les traite mieux. C'est elles qui sont à la hauteur. Avant, c'était les Nigériennes. Les gens, les filles du Nigeria, parce qu'elles se portaient un peu mieux. Mais aujourd'hui, ce sont les Ivoiriens qui ont pris le dessus. Donc, cette affaire-là, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui va faire ce travail-là pour ces Africains-là. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. On fait les palabres de la Côte d'Ivoire, pas l'Afrique. Les Ivoiriens, les Camerounais, les Béninois, il y a 2000 Camerounais, 2000 ou bien 3000 Camerounais qui sont bonnes, qui sont maltraités au Liban. Mais pourquoi on n'entend pas parler? Pourquoi il n'y a pas d'ambassade du Liban au Cameroun? Il n'y en a pas au Sierra Leone, il n'y en a pas au Bénin, dans ces pays-là. Mais pourquoi ils ne se plaignent pas ici? On ne les entend pas se fâcher contre les gouvernements, chercher à chasser les gouvernements, chercher à chasser les Libanais de chez eux. Hein? Le président du Sénégal, Diomaye Faye, il vient de faire rapatrier combien de Sénégalais? Quand je dis Sénégalais, ce sont des Libanais sénégalais. Il les a fait rapatrier et il les appelle des Sénégalais, mais ce sont des Libanais. Mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Nous, on va arrêter notre politique, on va arrêter notre enroulement pour nous occuper de ce problème-là. Mais c'est une manipulation totale. Les terroristes sont sortis hier, ils ont dit que c'est eux qui ont jeté là-bas et ils ont bien apprécié parce que c'est ce qu'ils veulent. Et ils vont rentrer en bas pour faire ce qu'ils veulent faire parce qu'ils sont en train de planifier quelque chose à la fin de l'année. Donc ce truc-là, ça ne fait que continuer. Il faut qu'on arrête parce que ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Est-ce que les Libanais sont en Côte d'Ivoire, ils nous ont dit que faut pas, ils ont dit à quelqu'un, faut pas vendre ton garba pour évoluer. Non, ils n'ont pas dit à quelqu'un, faut pas aller loin un magasin que tu ne peux pas payer. Quelle est la différence entre nous et ces étrangers-là? Ces étrangers-là, ils ne vivent pas contre nous, ils ne vivent pas comme nous. Un jeune Ivoirien, on va lui donner un fonds de commerce de 100 000 francs. Le samedi déjà, il a un téléphone de 2 millions. Il est assis dans un maquis en train de boire, dépenser 100 000 francs pour un week-end. Est-ce que les étrangers font ça? Toi-même, tu es aux États-Unis. Nous-mêmes, on est aux États-Unis ici, là. Pour sortir pour aller manger les samedis, $100, $200. Au moins, ça, c'est le maximum. Mais on ne peut pas se permettre de vivre comme les Américains. Ce qu'elles font ici, les Américains vivent de jour en jour, de paycheck en paycheck. Essayez de résumer comme... Laissez-moi aussi un temps de parole. Moi, je ne suis pas du tout contre les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire. Mais ce qui a été dit, qu'il y a 4 000, 3 000, 200 000 Libanais qui ont atterri à l'aéroport de la Côte d'Ivoire. Et il n'y a aucun panel, personne n'a pu prouver que c'est vrai. Personne. Aucun Ivoirien n'a pu dire que c'est vrai. Voilà les photos. Aucun. À chaque fois qu'on leur demande, les Probago et les Soroïdes et les Chinese, ils descendent. À chaque fois qu'on les demande, il n'y a aucun qui a pu donner une preuve pour dire que c'est vrai. Mais si c'est des gens, partout, il n'y a aucun pays qui peut évoluer. Laissez-moi aussi un temps de parole aussi. Laissez-moi. Ok, laissez-moi. Les Africains même qui sont malhonnêtes. Notre malhonnêteté, on ne peut pas se mettre ensemble pour évoluer. Voilà notre problème. Si eux, ils arrivent à le faire, c'est bien pour eux. Nous, on doit chercher à apprendre à le faire. Un Libanais maltraite quelqu'un dans son boulot, mais bien sûr, ils vont te maltraiter si tu voles. Si tu voles, ils vont te maltraiter. Vous volez dans les magasins, vous faites du n'importe quoi, mais bien sûr, ils vont te maltraiter. Est-ce que vous allez prendre le temps aussi de nous écouter pour qu'on puisse se comprendre? Parce que quand vous parlez, cela ne vous comprend pas. Est-ce que vous allez essayer de vous calmer un peu? Pourquoi tu t'es pas plaint depuis 10 ans? C'est aujourd'hui que tout ça, là, ça doit sortir et c'est la Côte d'Ivoire qui doit se lever pour défendre toute l'Afrique. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on se met dans ça? Pourquoi? Est-ce que vous pouvez me laisser aussi parler? Oui, il faut parler les clairs. Est-ce que c'est aujourd'hui sur cette plateforme-là on a parlé des Libanais? Je sais que c'est pas aujourd'hui. Non, allons doucement. Depuis 3-4 ans, nous, on parle des Libanais. Est-ce qu'on est d'accord au moins sur ça? Oui, je suis d'accord avec ça. Ok. Qu'on le veuille ou pas, les Libanais sont un problème en Côte d'Ivoire. Et les exemples que je donne, la Chambre de commerce des Libanais aujourd'hui fait des pressions malsaines sur certaines institutions de l'État. Ceux qui étaient sur Internet pour dire, appeler les gens, eux, ils ont quel pouvoir au Liban pour aller dire à quelqu'un, il faut donner le passeport de quelqu'un. Chère mère, quand il y a un problème, ayons aussi le courage de poser le problème. Les soroïstes, là, leur manipulation, là, il y a combien de fois ils ont essayé? Mais est-ce que nous-mêmes, on ne voit pas? On est sorti, on a donné tout ce qu'il faut aux gens. On a tout clarifié ici.
Mais il y a un problème dans notre société. Quand par exemple ton enfant a un défaut et que tu dis tu vas le couvrir là, le problème va devenir encore plus grave. Et c'est ça le problème libanais. Aujourd'hui là, au lieu de dire qu'on va prendre des gens, appelez-nous, on va appeler des gens au Liban pour donner leur passeport sous le système de la kafala. Mais et les Ivoiriens qui sont maltraités en Côte d'Ivoire, au lieu avant d'aller au Liban là, ils n'ont qu'à d'abord dire à leurs parents que les soi-disant 300 000 personnes qu'ils emploient là, ils n'ont qu'à venir nous montrer une personne qui dit j'ai été employé par les Libanais, je suis rentré dans mes droits. Ça, c'est même pas aller au Liban, c'est en Côte d'Ivoire là-bas. Okay, ce n'est pas de la manipulation. En tout cas, quand nous on parle ici, nous on ne tombe pas dans la manipulation. Parce qu'on fait la part des choses. Et on a bien dit que contrairement à ce que d'autres disaient, nos vidéos sont là, on a montré les réalités du problème. Est-ce qu'aujourd'hui, le rapport des Libanais avec les populations, est-ce qu'il n'y a pas un rapport de racisme? Est-ce que les Libanais ne se sentent pas supérieurs aux Ivoiriens? C'est aussi des réalités qui choquent les Ivoiriens. C'est de ces aspects-là que nous sommes en train de parler. Quand en 2012, le gouvernement de la Côte d'Ivoire, du président Ouattara, annule tous les permis de port d'armes. Mais qui détient le maximum de permis de port d'armes? Ce sont les Libanais. Ce sont ces questions-là que nous sommes en train de traiter et d'apporter des solutions. On ne peut pas suivre une manipulation ou on ne peut pas être manipulé. Si on n'évoque pas ces problèmes-là, ça pourra poser problème un jour. Ce que vous dites, ça peut être vrai. Je suis totalement d'accord. Pour ceux qui sont des esprits faibles qui peuvent se laisser manipuler, ça, peut-être qu'on peut résumer l'affaire comme ça pour leur dire, ne rentrez pas dedans. Mais pour des gens qui connaissent bien le problème et qui sont en train de toucher les fonds, quand le jeune Libanais a tiré dans le pied d'un jeune Ivoirien et qu'on a découvert des quantités d'armes chez lui, mais on se demande comment il a fait pour obtenir ces armes-là. S'il a un permis de port d'armes, combien d'armes il pouvait donc posséder? Voilà, c'est sur ces aspects-là que nous sommes en train de jouer pour dire faisons attention. Surtout même vous-même les Libanais en Côte d'Ivoire, faisons attention. Si on arrive aujourd'hui à un tel moment où les gens se lèvent et vous êtes devenu un sujet de société, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Pourquoi ne pas les traiter? C'est sur cet aspect-là que nous abordons la question. Donc c'est ce que je voulais dire. Je suis d'accord avec toi, Leclerc. Moi, ce que je veux dire, la gangrène des Libanais, là, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Et je sais que toi-même, tu sais que le président a arraché beaucoup de pouvoir à ces Libanais-là. Avec d'où on vient, avec ce que les Gbagbo leur avaient donné jusqu'à aujourd'hui, là. On sait que Bika fait ça, donc c'est un peu. Donc, moi, je me dis que quand le jeune avait tiré sur le pied... On a déjà dépassé vos 10 minutes, donc essayez, parce que la ligne est longue, essayez d'être très bref pour que... Voilà. Le petit Ivoirien, mais pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas levé contre les Libanais pour pouvoir changer le leur? Pourquoi c'est aujourd'hui, là, aujourd'hui, actuellement, là, où on parle de notre élection, justement, là, c'est maintenant que tout ça... Non, cher mais ne mélangez pas les choses. C'est parce qu'en ce moment aussi, les Ivoiriens n'ont jamais été d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Et en ce moment-là, c'est qui a parlé de ça ici? À part la plateforme Éclaireur Pro-Vérité qui en parlait. Ça n'intéressait personne. Mais la prise de conscience, là, on ne peut pas déterminer un moment pour un peuple, mais pour un groupe de personnes pour dire, bon, c'est à tel moment que vous devrez prendre conscience. Est-ce que ce n'est pas aussi peut-être un moment d'une prise de conscience aussi chez les Ivoiriens? Voilà aussi la question qu'on se pose. Est-ce que les Ivoiriens, ils ne sont pas un moment... Ça n'a rien à voir avec les élections. Je vous dis, cher maire, le ministre Théo l'a dit avant ces élections-là, même Laurent Gbagbo, il a pris Laurent Gbagbo par son nom. Il n'y a pas un garçon qui va empêcher l'élection-là. Mais Théo, quand il était à Mans, là, il a pris le nom de Gbagbo. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire on sait ce que vous... On connaît. Ces petits papillons que vous voyez sur Internet, en train de dire, il ne peut pas... Quand même... Elle ne peut pas nous manipuler. Restons sereins. Il y a des problèmes de société, il faut qu'on les évoque. N'essayons pas de mettre quand même du sparadrap sur une plaie. Moi, je ne les supporte pas, Leclerc. Non, mais on ne les a jamais supportés. Mais aujourd'hui, tout ce que moi j'ai dit, si on me demande, je le prouve sur document.
Oui, je sais, je t'écoute. Je sais qu'on a été toujours là. Et quand les gens sont sortis, j'ai dit qu'il n'y a pas de 2020 jusqu'à aujourd'hui, il y a moins de 1000 Libanais qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Et j'ai été clair. J'ai dit que le gouvernement même a été encore plus drastique. Aujourd'hui, très peu de Libanais rentrent en Côte d'Ivoire. C'est sous le régime du président Ouattara qu'aujourd'hui les Libanais payent les impôts. Leur permis de port d'armes, tout a été annulé. Ce sont des effets. Mais ça veut dire qu'il y a des problèmes. Ce n'est pas un jour qu'on peut les régler, mais voilà, si... c'est de ça moi je parle. On se comprend bien. Mais l'argument aussi que les gens veulent utiliser pour dire, comme c'est devenu politisé, il ne faut pas parler de ça. Nous, on va parler de ça. Parce que, quand il y a un problème de société, ceux qui veulent être dans la manipulation, laissons-leur dans leur manipulation. Mais nous, on a le devoir de dire la vérité aux Ivoiriens. Et on a le devoir de dire aux Libanais, si ça arrive et que vous êtes devenu un sujet de société, faites vous-même aussi attention. Si on occupe le débat là, ça peut encore produire d'autres effets. Et donc nous sommes dans une ligne intermédiaire pour continuer le combat qu'on a toujours commencé, conscientiser les gens et permettre que les uns et les autres se ressaisissent. C'est dans ce combat-là que nous sommes. Et donc moi, ça me gêne un peu quand on dit non, les gens veulent politiser. Mais en Côte d'Ivoire, les gens ont tout politisé. Tout est politisé. Voilà, mais ça a été déjà politisé. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser l'affaire. Ça veut dire qu'il faut dire la vérité et puis laisser ceux qui veulent politiser, politiser. Mais nous autres, nous avons le devoir de dire la vérité aux uns aux autres. C'est dans cette ligne-là que nous sommes. Alors? Oui, oui. Non. Moi, tu as dit que mes 10 000 sont finis. Non, moi, ce que j'ai voulu faire comprendre. On a d'autres objectifs. Cette affaire-là, si je te dis que ça a été une manipulation, on sait ce que les Libanais font, mais ce n'est pas si les réseaux sociaux, on va régler ce problème-là. On va en parler et tout, mais il faut qu'on prenne d'autres positions. Pas si les réseaux sociaux. Ça fait combien d'années, toi-même, tu viens de dire que tu étais, on est resté là en train de parler jusqu'à... Rien n'a changé, c'est maintenant que tout le monde se rend compte. Non, cher, mais ne mélangez pas les choses. Ne mélangez pas les choses. Est-ce que aujourd'hui... Pardonnez. L'ambassadeur est rentré avant-hier. L'ambassadeur est rentré, il dit qu'il y a 2000 Ivoiriens au Liban. Il leur a demandé de rentrer. Il y a combien qui ont accepté de rentrer? 65. S'ils sont vraiment maltraités là-bas, pourquoi ils ne sont pas rentrés? Pourquoi ils n'ont pas accepté de rentrer avec 2 avions vides? Ils ont refusé carrément, ils sont restés. C'est tout ça là, il faut voir. D'une manière, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sommes Ok, cher, mais on ne va pas abuser du temps. Essayons de respecter. Voilà, allons doucement. J'ai déjà, parce que moi, je dois aller au boulot aussi. Tenons compte de ça. Je vous ai donné un temps plus. Il y a au moins 10 personnes qui attendent. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, ma position, moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je peux dire que je ne suis pas affecté par ce qui arrive. Mais moi, je me suis donné un rôle, c'est de conscientiser. Et quand tu es un homme qui éveille les consciences, tu ne tiens pas compte du temps et de l'environnement. Tu tiens compte de ta position pour essayer d'influencer les mentalités. Et moi, j'estime que ce que j'ai fait, si ça contribuait, et je suis sûr que ça a permis à certains de comprendre la position des Libanais en Côte d'Ivoire, tant mieux. Et c'est ça mon rôle. Moi, je suis venu chercher mon bonheur aux États-Unis. Je me sens bien ici. Mais nos frères qui sont en Côte d'Ivoire, s'il y a des problèmes sociaux, on est obligé en tout temps et en tout lieu de leur dire la vérité des choses. Maintenant, quitte à eux-mêmes d'assumer leur destin et de prendre leurs responsabilités, ça c'est une autre chose. Et moi, comme je l'ai dit et comme je le répète, personne ne pourra, moi, me convaincre que comme les gens ont politisé l'affaire, il ne faut pas parler de cela publiquement. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où aujourd'hui, là, on ne cache plus rien. Plus même tu veux cacher un problème, le problème devient encore plus grave. Et donc, pour moi, ce n'est ni le temps, ni la situation qui vont empêcher qu'on parle de ce problème-là. Mais c'est l'intention avec laquelle on veut traiter le problème. Et la manière avec laquelle on veut traiter le problème, c'est ce qu'il faut trouver. Les sororistes ne peuvent pas quand même manipuler les gens. Est-ce donc ça à croire que c'est eux qui ont l'art de manipuler les autres et puis les autres deviennent des victimes? Non. Ceux qui veulent être manipulés se laisseront toujours manipuler. Ça ne pourra rien faire. Mais actuellement, cette affaire-là est quittée où?
Cher maire, voilà. Ok, mais ce que vous êtes en train de dire là, je vous dis depuis le départ que moi, je vous dis depuis le départ, quand je donne mes informations là, est-ce que je ne donne pas les sources? Si cette affaire est quittée quelque part, nous on peut dire que c'est nous on est la source du problème. Parce que depuis des années, nous on en parle ici. Ne vous laissez pas tomber dans le schéma collectif pour dire non, ce sont les souris, c'est comme ça. Non, il y a des problèmes qui sont là. Ces gens-là ne peuvent, même si aujourd'hui ils prennent l'affaire qu'ils veulent manipuler, mais nous sommes au-delà de leur manipulation. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Ce n'est pas une nouvelle affaire. S'ils veulent manipuler ou extrapoler, c'est leur problème. Mais nous, on a un devoir vis-à-vis des populations. C'est de dire les choses que les gens, depuis combien d'années les gens font la politique en Côte d'Ivoire? Mais combien d'Ivoiriens comprenaient comment les politiciens fonctionnaient? Les gens ont beaucoup parlé, mais qui est sorti sur les réseaux sociaux pour dire voilà ce que les Libanais font, voilà ça. C'est nous, on le fait. Mais on le fait avec la bonne foi, sans avoir rien contre les Libanais. Au contraire, même pour leur dire faites attention. Nous, on ne va pas changer notre posture parce que c'est un sujet politisé. Non. On va l'évoquer dans la réalité, dans la sincérité, pour montrer la vérité, le faux et le vrai. C'est dans cette posture-là que nous sommes. Et personnellement, moi, tant que le sujet sera sur la table, je vais apporter les mêmes arguments et dire la même vérité en tout temps et en tout lieu. Parce que j'estime que notre premier rôle, c'est de conscientiser les gens. Quitte aux Libanais de prendre conscience, quitte aux Ivoiriens de prendre conscience, la politique, ça sera toujours là, les hommes seront toujours là, chacun d'assumer sa responsabilité. C'est ce que je voulais ajouter. Okay. Vraiment, merci beaucoup. On va vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup, cher mère. Allô? 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 Oui, cher frère, vraiment, le temps est mélangé dans ma main, donc on va vous doit être très efficace. Voilà. Ok. C'est vrai, on va aller droit dans le but. Je dis bonsoir à tout le monde. C'est vrai, il faut que les militants RHDP arrêtent de tout voir en politique. Le président, il est là pour tous les Ivoiriens. Si on fuit des problèmes, si on ne veut pas faire face à des dénonciations et voir la petite quantité de vérité et de réalité qui sont dedans, alors l'opposition va prendre et va essayer de faire ça à sa sauce. Et quand l'opposition prend pour faire à sa sauce, mais c'est parce qu'on a fui le problème. Comme tu l'as dit, on ne va pas mettre du sparadrap sur une blessure qu'on ne soigne pas. On parle d'une réalité, mais que ça a existé depuis des années et que maintenant, les gens y dénoncent. Mais peut-être que c'est parce qu'ils font confiance à ton président et à la capacité de ton président à faire face à des situations et trouver des solutions que les gens ils commencent à dénoncer. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas dénoncé, il y a qu'aujourd'hui ils n'ont plus le droit de dénoncer. Est-ce qu'il y a une période pour dénoncer des choses? Ce qui a dénoncé, est-ce que ce n'est pas une vérité? À un moment donné, qu'on arrête de mettre la politique dans tout. Donc s'il y a des gens qui meurent à l'hôpital, que les soroïstes parlent, alors on doit se taire dessus, parce qu'on va voir nos parents peut-être en train de mourir, on va voir nos parents en train de subir certaines choses, et comme ça vient de l'opposition, on doit se taire. À un moment donné, il faut arrêter. La réputation des Libanais en Afrique noire, est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui a collé ça aux Libanais? Mais c'est le comportement des Libanais. Et quand on vient nous dire que oui, les Libanais, mais personne n'a demandé que le président chasse les Libanais. Mais ce qui se donne comme pouvoir en Afrique avec l'exploitation des frères dans les zones industrielles, où ils s'en foutent du code du travail, combien de personnes subissent? Est-ce qu'on doit attendre que c'est des militants RHDP qui subissent ça d'abord avant de dénoncer? À un moment donné, grandissons. La politique n'est pas venue pour nous diviser. Et même quand la vérité vient de ton opposant, il faut reconnaître.
Mais à l'Assemblée nationale, tout le monde a droit à la parole, même les opposants. Ce qui veut dire en démocratie, tout le monde a droit. L'opposition peut faire des propositions à l'Assemblée nationale qui peuvent être intéressantes pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Est-ce que c'est parce que ça va venir de l'opposition qu'on doit refuser ces lois-là? Il y a des Libanais qui se présentent comme des Ivoiriens. Et pendant 3 jours, je cours derrière les Libanais. Faites une vidéo pour condamner. Vous qui vous présentez comme des Ivoiriens. Mais pourquoi vous n'avez pas le courage de dénoncer et de condamner ce qui se passe au Liban? Que ce soit la loi de Kafala et tout. Bien avant même d'être Ivoirien ou Libanais, vous êtes des êtres humains et vous êtes des musulmans. Est-ce que c'est l'islam qui enseigne ça? Mais pourquoi vous ne condamnez pas? Au nom de la religion, de votre croyance, pourquoi vous ne condamnez pas? Le seul Libanais, j'ai vu condamner cette histoire de Kafala là, c'est un Libanais qui se retrouve au Gabon. Et vers la fin, il est menacé. Le gars, il fait des messages, il fait des lives, il dit qu'il est menacé par sa communauté parce qu'il a condamné le traitement que subit d'autres êtres humains. Je m'en fous des couleurs de peau. Mais les Libanais qui se sentent ivoiriens, pourquoi ils ne condamnent pas? Parce que c'est vous, nos frères noirs, qui leur donnez l'opportunité de mépriser et de minimiser ce qu'ils font subir à des frères africains. Mais que moi, l'Ivoirien, je parle. Je sais que mon président ne va pas régler le problème de toute l'Afrique, mais si je sais que j'ai des frères ivoiriens qui subissent ça aussi, au Liban, et même ce genre de traitement aussi, il y a des gens qui le subissent en Côte d'Ivoire. Mais c'est pour qu'il puisse régler son problème au truc en Côte d'Ivoire. À un moment donné, soyons sérieux. Les Français qui ont fait les reportages dessus, est-ce que c'est parce qu'ils sont ivoiriens? Est-ce que c'est parce qu'on doit les dire qu'eux aussi sont en train de faire de la récupération pour provoquer un soulèvement? Mais c'est parce qu'ils ont fait des reportages en tant qu'êtres humains, ils ont trouvé que c'était indigne que d'autres êtres humains puissent traiter des gens comme ça. Malgré on présente les Français que non, ce n'est pas des musulmans, ce n'est pas des chrétiens, ils ne sont pas croyants. Mais eux, au moins, ils s'indignent par rapport aux gens de comportement. Mais ceux-mêmes qui se disent musulmans ou bien chrétiens, mais qui n'arrivent même pas à s'indigner. Mais par contre, quand on commence à dénoncer ça en indexant le Liban et puis les Libanais, mais c'est même les Libanais qui se présentent comme des Ivoiriens. Ils ont le courage de venir défendre leur communauté, alors qu'ils n'ont jamais eu le courage de condamner. Mes chers frères, je vais chuter par là pour m'indigner devant la chaîne NCN. Je pense qu'ils n'ont pas plus d'audition que TV5 ou France 24. Ils ne sont pas plus crédibles que TV5 ou France 24. Et si eux, ils ont pu faire des reportages sur ça, alors NCI vient prendre une vidéo de Pancho. Je porte mon soutien à Pancho, qui a répondu à un Libanais qui est en train d'insulter les Ivoiriens. Et lui, digne Ivoirien, s'est insurgé en faisant une vidéo, mais on prend la petite partie où il a commencé à parler des Libanais sans connaître le contexte ou bien sans donner le temps aux auditeurs de comprendre dans quel contexte Pancho s'est exprimé. Et ils prennent ce bout de vidéo-là où le gars il s'exprime avec elle et tout. Et on prend peut-être 3 minutes pour écouter un autre Libanais. Oui, j'ai peur, ça m'empêche de dormir, rentrer ici, sortir ici. Comme si c'est les Libanais, les Ivoiriens qui étaient devenus tellement haineux. Et voici le comportement des Libanais à travers la petite partie des vidéos de Pancho qu'on montre. Mais quelque part, ils sont en train de briser la carrière du jeune, alors qu'il s'est exprimé en tant qu'Ivoirien qui s'est indigné par rapport au comportement de certains Libanais qui avaient fait des vidéos pour apporter leur soutien et pour mépriser même ce que Pancho est en train de dénoncer. Et voilà, ce genre de chaîne-là, on prend l'argent de notre truc à contribution audiovisuelle pour les donner, et voilà comment ils sont à la sorte de certaines personnes. Ils sont indignes. C'est pas les Blancs, là, quand ils ont fait le reportage au Liban sur cette histoire de Kafala, là, ils n'ont pas la peau noire. Et ils ne touchent pas les contributions d'audiovisuel du contribuable ivoirien. Mais il faut une scène en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire,
qui ne prend pas connaissance de tout ça ou même qui fait fi de ces informations-là et qui va venir montrer un jeune Ivoirien qui interpellait des Libanais à pouvoir respecter les Ivoiriens dans leur propre pays. Ils vont le montrer comme si c'était lui le diable. Et ça a été partagé, un peu. même si des chaînes arabes aujourd'hui. Voilà, on va essayer de résumer. On a été très piégé par le temps. Moi, je dois aller au travail. J'essaie de faire un effort. Donc, je vais citer là. Voilà, donc essayez d'aller à la conclusion. Donc, il faut qu'ils arrêtent parce que les vidéos, vers la fin, ça a été publié partout, même aujourd'hui sur des chaînes Al Jazeera. On voit les Ivoiriens comme des haineux et des gens qui sont contre les Libanais. C'est vrai, merci. Il n'y a pas de problème. Oui. Vraiment, Voilà, merci à vous. à tous. Merci d'avoir donné vos avis et on vous souhaite un excellent week-end. Il faudrait que les gens comprennent une chose. L'opportunité du temps est très importante. Hier, là, au temps de Gbagbo, est-ce qu'on pouvait parler des Libanais comme ça? Pourtant, les problèmes étaient plus graves en ce moment qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on peut parler de ça, là. Si on ne parle pas de ça, c'est quand on va parler de ça? Posez-vous cette question-là. Chacun évolue avec son intention. Ceux qui ont des mauvaises intentions, laissez-les dans leurs mauvaises intentions. Mais nous qui disons que nous pouvons régler le problème, en disant la vérité aux gens, là, continuons de conscientiser les gens sur ces problèmes-là. Parce qu'il n'y a pas un moment, on va laisser le problème là, plus on va laisser, ça va devenir grave. Parce que si on se tait dessus en disant que c'est politisé, dont on n'est pas dedans, mais il y a nos frères qui vont continuer à souffrir. Et ça peut mettre les Libanais en confiance pour continuer. Il y a tous ces facteurs-là qu'il faut calculer. Et il faut pouvoir être capable de parler des problèmes de notre société. Ce sont des faits de société. Il faut être capable de les évoquer sans état d'âme. Même le gouvernement de la Côte d'Ivoire, nous le critiquons ici. Ce n'est pas les Libanais qu'on ne pourra pas critiquer. Mais nos critiques sont faites dans une intention d'aider, avec des solutions. Même aujourd'hui, quand on a fini, on a proposé des solutions. On n'est pas dans la dénonciation, dans la délation ou même dans le mensonge. Alors, bonjour, chère mère. Bonjour, cher éclaireur, comment vous allez? Oui, je vais très bien. On va vous laisser rapidement la parole. On est extrêmement piégé par le temps. Donc, ok, je comprends, éclaireur, il n'y a pas de souci. Alors, je salue tous les élèves de la classe. Éclaireur, merci pour tout ce que vous faites. Et moi, je voulais lancer un appel aux Ivoiriens pour qu'ils aillent se faire enrôler. Alors, la période d'enrôlement a été prorogée d'une semaine. On a ce week-end et l'autre week-end. Donc, que les Ivoiriens aillent massivement se faire enrôler parce que nous avons un objectif. C'est d'avoir le maximum d'Ivoiriens enrôlés pour la révision de la liste électorale. Parce qu'en 2025, en octobre 2025, il faut qu'on aille voter notre champion. Surtout, je m'adresse aux militants du RHDP. Et puis, je voulais aussi adresser un message aux Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui se sont fait établir leur carte nationale d'identité. Je ne comprends pas pourquoi ils ne vont pas retirer leurs documents, qui sommeillent dans le bureau de, je ne sais pas, le centre de national d'identification. Alors, s'il vous plaît, allez retirer vos papiers afin de vous faire enrôler. Vous avez 2 semaines, 2 week-ends. Donc, c'est un message que je lance aux Ivoiriens parce que il faut qu'ils accomplissent leur devoir citoyen. C'est important. Éclaireur, je ne vais pas être longue, je sais que vous êtes pris par le temps. Sinon, par rapport aux Libanais, il faut qu'on en parle. Le réveil a sonné, c'est à nous d'en parler pour que les Ivoiriens les Libanais arrêtent le comportement toxique qu'ils ont à l'endroit de nos frères et sœurs qu'ils embauchent dans leurs entreprises, qu'ils maltraitent parce qu'ils ne les déclarent pas à la CNPS. Et lorsque un Ivoirien travaillant pour un Libanais fait un AVC par exemple, il n'est pas pris en charge, il n'est pas indemnisé, ce n'est pas normal. Voilà, qu'ils arrêtent de nous traiter en esclaves parce que nous ne sommes pas des sous-hommes, qu'ils ne se prennent pas pour des gens supérieurs. Et voilà ce que je voulais dire, éclaireur. Merci beaucoup, mais on va continuer de parler de ces Libanais. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment, chère mère. Et il faut dire qu'il y a plus de 3 millions de cartes nationales d'identité qui sont dans les bureaux de l'ONESI. Si tu as fait ta carte d'identité que tu ne veux pas prendre, c'est ton problème. Réveillez-vous. Et comme dirait quelqu'un, faites bouger vos pieds et vos cerveaux pour aller prendre vos cartes d'identité. Les gens se sont battus dans ce pays-là pour avoir une carte d'identité. Et ça, c'est une insulte pour le combat que ces gens-là ont mené. Et il faudrait qu'on se respecte dans ce pays-là. Tu as pris tes 5 minutes, tu allais faire ta carte d'identité. Il y a des gens qui se sont battus, qui ont donné leur vie pour que toi tu aies ta carte d'identité. Toi, inconscient, tu t'assois à la maison, tu ne veux pas aller retirer ta carte d'identité. À un certain moment, il faudrait que les Ivoiriens se fassent respecter. Vous évoluez comme des animaux sans matricule, sans numéro, sans identité.
Et demain, vous serez surpris des conséquences. Et ce sont les djoulas qui font ça. Vous allez m'excuser, hein, mais ce sont les djoulas, les gens du Nord, là, c'est eux qui sont dans ce comportement-là. Vous n'avez pas honte? Arrêtez ça. Tu as fait ta carte d'identité, ça fait plus de 3 mois. Va où tu as fait. Si ça est là-bas, on va te donner, c'est tout. Parce que cette inconscience-là, elle n'est pas acceptable. Et c'est là qu'on comprend que ceux qui n'arrivent pas à aller se faire inscrire là, ils ont leur carte d'identité qui dorment dans les bureaux de l'ONESI. Le chiffre tombe bien. J'ai dit 3 millions. Et c'est exactement presque ce qui manque sur la liste électorale. Est-ce que c'est sérieux de votre part? Toi qui allais faire ta carte d'identité et puis aujourd'hui tu n'as pas le courage d'aller retirer. Est-ce que c'est sérieux? Pose-toi cette question-là. Et tu deviens quoi? Tu n'es qu'un animal. Et il faut se réveiller. Si tu ne vas pas retirer ta carte d'identité alors que tu en as fait une demande, c'est que tu es un animal. Parce que tu es comme un mouton. Même les moutons, on met un numéro matricule sur eux. Et chère mère, merci infiniment d'évoquer cette question-là. On espère que ça va réveiller les uns et les autres pour devenir humains comme nous, pour devenir des hommes comme nous. Parce que des moutons comme vous, qui se mettent parmi les hommes, on demande où je n'ai pas carte d'identité. Vous êtes des animaux. Et si tu n'es pas un animal là, qu'est-ce que j'ai dit là? Si ça t'a fait mal là, va, tu retires ta carte d'identité et puis tu viens me prouver que tu n'es pas un animal. Je crois que quand on va se parler comme ça, on va bien se comprendre. Chers mères, merci à vous. On va vous souhaiter une excellente soirée et excellent week-end à vous. Merci bien. Pareillement, bonne émission à tous. Okay. Merci. Et comme je le dis, ce sont les gens du Nord qui sont dans ce comportement-là. Et ça, il faut qu'on vous dise ça propre. Quand on pense à l'histoire, comment vos parents ont été maltraités dans ce pays, et que vous vous comportez aujourd'hui comme des moins que rien. Mais si tu n'as pas été capable d'aller retirer ta carte d'identité, quand tu es très étranger dans ton pays, tu as quoi? Tu es un animal. Et donc, tous ceux qui ont fait des cartes d'identité qui ne sont pas allés retirer, vous êtes des animaux. Il faut qu'on vous dise ça. Et c'est pourquoi on doit vous traiter comme tel. Parce que c'est un acte lâche. Effectivement, on doit reprendre les rafles. Si on reprend les rafles, on va voir combien vont sortir sans les papiers. Et ils vont comprendre l'importance des cartes d'identité. Allô? Oui. Bonjour, cher mère. Bonjour, cher frère. Comment tu vas? Je vais très bien. Vous-même? Ça va, et la famille? Dieu merci, tout va très bien. Donc, on va vous laisser rapidement la parole. Vraiment, merci beaucoup. Bonjour à toute la classe EPV. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, samedi, demain, dimanche, à TikTok dimanche. Donc, n'oubliez pas qu'on aura TikTok dimanche. Vraiment, merci l'éclaireur. Mais je ne comprends pas ce côté-là. Comment vous le faites à carte d'identité et puis ne pas vouloir les retirer? Vraiment, ça, c'est une autre question. Ah, tiens, qu'on se dit la vérité. Allez-y, retirez vos cartes d'identité et allez-y vous enrôler. Voilà, pays là, c'est ce que j'ai dit au Papa Ado, Alhamdulillah, Rabbi Alamin, que Dieu t'a mis sur le pouvoir de la Côte d'Ivoire. Grâce à toi, aujourd'hui, tous les mots de la Côte d'Ivoire sont en train de sortir. Tout ce qui gangrène, tout ce qui nous fatigue en Côte d'Ivoire, tous ces malades, tous ces plaies qui étaient en train de pourrir en la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de chercher à chercher des remèdes pour ces plaies-là. Oui, la maltraitance des Libanais, là, ça s'est passé depuis. Mais c'est sous toi, Papa Ado, c'est sous toi que l'histoire s'est levée. Boum! Parce que quoi? Parce qu'on sait que tu es l'homme de la solution. Oui, Papa, donc nous a toujours dit que tu es l'homme de la solution. Donc tous les mots qui se trouvent en Côte d'Ivoire là, que Dieu donne longévité à ce régime que tu as, Papa Ado. Que ce régime demeure longtemps au pouvoir. Parce que c'est vous qui donnez la chance à l'Ivoirien de venir dénoncer ce qu'il y a de mauvais qui se passait depuis des années. On ne savait même pas que vous allez venir au pouvoir. Mais vous deviez soigner toutes ces plaies là, Papa Ado. Que Dieu te donne santé, longévité sur cette terre de Côte d'Ivoire. Et que ton régime, ton pouvoir, le RLDP, ce que tu as implanté, ce que tu nous as donné en Côte d'Ivoire, que ça règne pendant des années pour que la Côte d'Ivoire devienne un jour une nation vraiment que tout le monde va envier, où on se respectera. Parce que oui, aujourd'hui on parle de la communauté libanaise, et il y a la communauté chinoise aussi qui arrive. Donc il faut que tout se traite dès maintenant, et puis on va avancer. L'éclairage, je m'arrête là. Merci beaucoup. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège Papa Ado, que Dieu lui donne beaucoup de santé, et vraiment que Dieu le lève toujours, et que Dieu protège tous nos forces de l'ordre, ainsi que tous les EPV. Merci. Merci infiniment, cher mère. Et effectivement, la communauté libanaise et indienne est en train de reprendre le même schéma. Alors aujourd'hui, comment on appelle?
choses à Djamé. C'est eux qui sont dans les magasins. Faut pas aussi croire qu'il n'y a pas des Ivoiriens aussi qui sont ambitieux. Il y en a. Avant eux là, est-ce que les gens ne faisaient pas commerce? Les Ivoiriens faisaient commerce. Mais aujourd'hui, ils sont en train de s'incruster dans tous ces secteurs. Si on n'en parle pas maintenant là, c'est avec Alassane Ouattara, nous on peut régler nos problèmes. Et c'est pourquoi on doit parler de tout. Et avec franchise. C'est très important. L'opportunité du temps est tellement importante qu'aujourd'hui, là, c'est avec le président Ouattara que nous pensons que nous pouvons évoquer tous les sujets. On n'a rien contre une communauté. On n'a rien contre le libéralisme économique. Mais en même temps, même les États-Unis, qui sont la base même de l'économie du marché qu'on appelle capitalisme, on met des garde-fous. Mais l'impôt sur la richesse, là, c'est quoi? Chère mère, l'impôt, la taxe sur les riches, c'est quoi? C'est une manière de freiner la trop grande disparité entre les pauvres et les riches. C'est-à-dire, quand tu travailles, tu as réalisé plus, on te met plus d'impôts. Parce que dans une société, quand la balance devient trop déséquilibrée, ça désorganise la société. Et chez nous, des communautés sont en train d'occuper presque tout. Et ça les rend tellement puissants qu'à un certain moment, ça peut devenir une menace même pour l'État. Ce sont ces questions-là qu'il faut avoir le courage d'évoquer et de mettre ça pour que les gens réfléchissent, pour qu'on trouve des solutions. On met la pression sur et nos dirigeants et nous-mêmes et en même temps aussi tous ceux qui sont acteurs. Et le problème des Libanais, il y a le problème des Chinois, il y a le problème des Indiens. Tout ça, il faut traiter. Est-ce que l'Afrique est riche parce que les autres viennent se servir de nous? Et c'est ça notre richesse? Alors que c'est nous-mêmes qui devrons profiter de nos richesses. Il y a aussi toutes ces questions-là qu'il faut mettre à jour. Ayons le courage, n'ayons pas peur. On a connu des coups d'État. Si ces coups d'État n'ont pas pu ébranler le régime du président Ouattara, c'est grâce au courage des militants, au courage des Ivoiriens que vous êtes, et surtout à l'intelligence du président Ouattara et à son sérieux. Faisons-nous confiance. Abordons les questions qu'il faut dans l'honnêteté, sans mauvaise foi, pour aider tout le monde. C'est ce qui va nous aider en tant que communauté. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. On va vous souhaiter un excellent week-end et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup, chef. Et Inch'Allah, demain sur TikTok. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir le cyclone, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va très bien. Ok. Et donc on va vous laisser rapidement la parole. Moi, personnellement, je dis bonsoir à tout le monde, bonsoir au président de la République, bonsoir à tous les Ivoiriens. Moi, franchement, aujourd'hui, ici, mon cœur saigne quand j'entends tout ce bruit et ça me fait très très mal. Éclairé, après les Libanais, là, c'est vrai, chaque parole a son temps. Moi, je respecte tous ceux qui dénoncent et je respecte ceux même qui ne veulent pas parler. Parce que éclairer pourquoi, après les Libanais, si je me rappelle, ça fait près de 3 ans, 2 ans et demi qu'on est en train de parler. Oh, pourtant, ce problème était toujours là. On n'a pas vu la toile, c'est ingéré dedans, appliqué dedans. Oh, pourtant, le problème était toujours là. On a été même insulté, saboté, éclairé. Je pense bien qu'il y a beaucoup de noms qui ont été donnés parce qu'on dénonçait, on nous a traités de tout. Oh, pourtant, le même problème était là. Moi, qu'est-ce qui me fait mal? Lors de l'élection passée, on parlait des candidats indépendants, éclairés. C'est le même problème, hein. Quand moi je réalise, c'est le même schéma. Oh, on a parlé des candidats indépendants ici, là. On nous a traités de tout. Mais à la dernière minute, là, qu'est-ce qu'on a vu? C'est le même problème. Donc, il n'y a pas de temps pour dénoncer, il n'y a pas de temps pour dire le vrai comportement des Libanais. Mais moi, personnellement, j'ai dit moi, personnellement,
je ne suis pas prêt pour parler de ça maintenant. Moi, c'est que moi, je veux parler. Si on veut que... Non, moi, on sait que le président, il peut régler. Et c'est lui seul qui fait face au problème des Ivoiriens. Alors, on va aller s'enrouler. On n'a qu'à faire nos pièces d'identité. Il dit, nous, on a parlé et le président, il a compris. Comme on n'a pas trop le temps, je vais parler quelque chose à tous les cadres, à tous les responsables de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, on vous regarde. Les Ivoiriens, on a vu ce que le président a donné. Avec le programme, il est venu. Et l'effort, il est en train de faire. On a un moment d'enrôlement où il n'y a pas d'engouement. Où les militaires, il faut être prêt pour dire la vérité. Chacun dit pour lui, je ne veux pas, je m'en fous. Je ne veux pas, pas parce qu'il n'aime pas le président, pas parce qu'il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Mais autour du président, la majorité des cadres nous tuent. Vraiment, moi, personnellement, je suis déçu de vous. Franchement, on est au pouvoir. Où on est au pouvoir, les gens sont en train de courir de gauche à droite, dans le fond. C'est même qui ne sont pas vrais. Les gars décident de parler de eux que vous. Oh, pourtant, le bon programme du président de la République, c'est en face de tout le monde. Quel est le problème? C'est quoi qui manque? Nous, on ne sait pas. Oh, pourtant, les militants ont dit qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Hein. C'est pourquoi on vous appelait. On a besoin de vous, c'est vrai. On a vu, il y a des cyber-activistes qui ont fait de sales comportements, mais tout le monde ne sont pas les mêmes. Il y a les vrais militants qui sont là-bas, qui n'ont rien à voir avec les activistes, ceux qui partent sur la toile. C'est pourquoi le président lui-même l'a sorti à un moment donné. Allez-y vers le peuple. Pour que tout devienne facile pour nous. Pas parce que si on est au pouvoir, c'est là qu'on doit chercher à arranger les choses. Et ce qu'on voit là, franchement, nous on ne peut pas voir ça. Nous on va toujours interpeller à nos parents. Tout ce pot cassé là, c'est nous on va prendre. Et là, ils ont déjà l'argent. Et ils s'en foutent de nous. Le président a parlé là, et il ne veut rien écouter. Mais nous là, sachant que le président il est avec nous et il pense à nos douleurs. Alors on va se faire enrôler. Si on veut que cette affaire de Libanais soit changée, il faut que le président soit au pouvoir. Ça aussi c'est la vérité. Parce qu'on va parler des Libanais, ou les types sérieux, on ne va pas parler là. Hey, on ne va pas se faire surprendre. Il ne faut pas sous-estimer quelqu'un, ton anniversaire. Et ils ont juré sur tout qu'ils vont nous faire vivre l'enfer. Qu'est-ce que nous on doit faire? Le président dit, on n'a qu'à aller s'enrôler, on va aller voter, et on va continuer à revendiquer. C'est ce qui va nous arranger. Hein. Si on n'a pas de Libanais, moi, ce n'est pas l'ordre du juge pour moi. Et je respecte tous ceux qui dénoncent. Mais c'est le même combat. Il ne faut pas voir le plus important là. Alors, on va se faire enrôler. Et là, comme il n'y a pas le temps, je vais m'arrêter là pour dire à l'écart que vraiment, moi, je suis dessus, je suis découragé et que le combat continue. Je vous dis merci, éclairé. Inch'Allah, demain, c'est un autre jour. Merci beaucoup, le Cyclone. Et c'est là même qu'il faut continuer à mener ce combat-là. Parce que les gens nous ont dit que vous, là, vous aimez trop critiquer les cadres. Aujourd'hui, là, c'est quand on critiquait les cadres. C'était depuis les années 2020-2021. Aujourd'hui, les conséquences sont là, non? Les gens vous disent qu'à cause des cadres, là, eux ne veulent pas les s'enrôler. C'est pas ce que les gens disent? C'est ce que les gens disent. Ok. Donc, ça veut dire, nous, quand on a critiqué, là, est-ce que quand on a critiqué, c'est qui était mauvais? C'est ceux qui se sont tués ou c'est ceux qui ont critiqué? C'est ceux qui se sont tués, c'est ceux qui étaient mauvais. Ok. Quand on est sorti ici pour dire que le directoire était en train de faire du copinage pour le choix des candidats, tout le monde s'est tué, mais à la fin, est-ce que le problème n'a pas rattrapé le directoire? Vis-à-vis. Ok. Quand il y avait le problème du AGC là, qui a dénoncé et puis qui a fait des solutions pour aller remettre au gouvernement? C'est la classe éclairée pauvreté qui a dénoncé, qui a donné solution, qui a aidé le gouvernement. Quand on a attrapé les 49 là, qui s'est promené dans toutes les ambassades pour déposer des motions pour que nos 49 soient libérés? C'est la classe éclairée pauvreté qui a déposé les motions partout et on n'a pas pu dormir, on a dit tout ce qu'on veut. Quand on était ici, le parti fonctionnait mal. Qui est parti devant le siège pour aller déposer motion et puis dit que le parti fonctionne mal, il faut que le président rentre dans pour qu'on fasse la restructuration? C'est la classe éclairée pour la vérité et tous ces élèves qui ont dénoncé cela devant tout le monde. La vidéo est là et les preuves sont là. Quand les gens étaient dans leur connerie de réconciliation, qui s'est levé ici pour dire votre réconciliation c'est une question de merde? C'est la classe éclairée pour la vérité qui a dénoncé, qui a indexé les gens, qui a dit même
Nous, les gens qui n'ont pas pu répliquer, et c'est resté pour nous, c'est la classe éclairée pour objectif. Et on a dit, il faut que Kakabe quitte. Est-ce qu'il est quitté ou il n'est pas quitté? Il est quitté et la réconciliation a été fermée. Palamé est fini, la Côte d'Ivoire respire très bien. Et c'est ça on était. En septembre 2023, quand le stade a été mal fait, je suis resté à l'aéroport d'Abidjan. Ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, allez suivre. Hey! Ce qu'on est en train de faire là, on sait où on va. On ne le fait pas pour nous-mêmes. On peut se taire comme tout le monde. Mais c'est pour vous, nos parents. Et c'est pourquoi notre langage là, il sera un langage dur. Mais c'est un langage de vérité. Tu ne vas pas accepter aujourd'hui, mais dans 10 ans, 15 ans, ça va te rattraper. Il faudrait que nous sommes des gens qui font bouger les lignes. Le problème des Libanais, ça fait 3 ans, comme tu l'as dit, c'est nous qui en parlons. Mais chaque fois, est-ce que les gens ne viennent pas après pour comprendre les choses? Parce que dans une société, les gens ne sont pas au même niveau. Les gens n'ont pas les mêmes intentions. Et les gens n'ont pas la même force de caractère. Nous sommes des combattants. Nous sommes des durs. Et nous devons maintenir notre position. Il y a un problème. Il faut qu'on en parle. Parce que peut-être que c'est le moment là que les choses aussi vont se décanter. Mais n'ayez point de crainte. L'enrôlement là, ça se fait, ça se fera. Et aujourd'hui là, l'opposition même sait qu'elle a déjà perdu les élections. Ils le savent. Et je vais te donner un exemple. On a une de nos mamans qui est là actuellement. Je ne vais pas donner son nom. Elle seule là, dans Abidjan là, elle a pu faire enrôler des milliers d'hommes. Elle est actuellement avec nous ici. Mais si je ne dis pas le nom de la personne, vous ne savez pas. Et donc là, en tout cas, l'enrôlement n'a pas été un échec pour le RHDP. C'est ce que nous on sait. Pour les autres, là, on s'en fout. Et donc, continuons à conscientiser. Pour nous, c'est la meilleure chose. Et il faut qu'on avance. Et il faut qu'on reste fidèle à notre philosophie. C'est d'être en avance sur les autres. Si les autres viennent nous suivre après 10 ans, 15 ans, c'est leur problème. C'est eux, c'est nous qui tirons la locomotive. Et continuons ça. Parce que Dieu ne met pas tout le monde au même niveau. Et donc vraiment, merci à vous. Que Dieu nous protège et qu'il nous accorde aussi ses grâces. Merci beaucoup, Éclairé. Je dis merci à Renzo. Je suis tous les débats. Ils ne pourront pas te comprendre. Tu es en avance que eux. Oui, ça fait près de 3-4 ans que nous on parle. Donc nous on est serrés dans nos positions et on avance avec le peuple. Allons nous faire enrôler et la Côte d'Ivoire qui gagne. Merci, Éclairé. Effectivement. Allô? 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 Oui. Bonjour, cher René. Oui, Éclairé, bonjour. Bonjour, cher René. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Okay. Ah, bon, Éclairé, vraiment, merci de me donner la parole. Mais bon, comme apparemment tu n'as plus le temps, je pense que je vais me contenter de dire merci, de saluer les gens et puis bon, peut-être qu'une autre fois je vais intervenir. Je peux vous laisser exactement 10 minutes. Ah, j'ai 10 minutes? Oui, je vais vous laisser exactement 10 minutes pour que vous, puisque vous étiez parmi les premiers, mais je n'ai pas pu vous prendre, mais je vais vous laisser 10 minutes. Oui. Non, si ça va te déranger... Non. Si vous utilisez utilisez vos 10 minutes, ça pourra, parce que c'est pas intéressant de ne pas laisser tout le monde parler. Vous pouvez utiliser vos 10 minutes. D'accord. Donc, merci beaucoup. Merci. Je salue tous les EPV, je salue tous les intervenants avant moi. Je salue en tout cas tous ceux qui continuent de suivre tes interventions, les interventions des uns et des autres pour le jour que Dieu fait. Bon, je vais rapidement parler. Moi, je vais commencer par parler de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Je pense que tu en as fait la dernière fois en
en tout cas, une belle analyse, en tout cas à mon avis, parce que tu as essayé d'expliquer un peu pourquoi est-ce qu'il a pu gagner, et puis on voit qu'il a fait un raz-de-marée, hein. Voilà, il a quasiment, franchement, il a gagné sans embâche sur tous les plans, et puis aujourd'hui, en plus, il a les pleins pouvoirs. Bon, moi, en tout cas, du côté sur les aspects astrologiques, vous savez, j'aime bien parler de ces choses-là parce que, en réalité, c'est l'invisible qui nous tient. Il faut avoir le courage de le reconnaître. En fait, ceux qui sont là actuellement, que Donald Trump va remplacer en janvier, simplement, je pense que le peuple américain, dans sa grande majorité, a rejeté leur politique pour plusieurs raisons que tu as citées. Hein, on ne va pas insister là-dessus. Mais moi, ce que je vais relever, c'est qu'il y a certaines personnes qui, de façon malhonnête, veulent faire des comparaisons, on va dire, qui ne se justifient pas avec des politiciens africains, notamment ivoiriens. J'ai entendu des supporters de Tidjane Thiam faire une comparaison avec Tidjane Thiam. J'ai entendu des supporters de Gbagbo faire une comparaison avec Gbagbo. En fait, vous savez, cela, ça montre un peu les limites des raisonnements des opposants et notamment des partisans de ces politiciens. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'on peut comparer Donald Trump avec Gbagbo, sauf que les deux sont vieux. Ça s'arrête là, ils ont peut-être le même âge, je crois. Gbagbo est né en 1946, il est né également en 1946, il est jumeau, Gbagbo est jumeau, mais ça fait pas, là ça arrête les similitudes. Donald Trump, c'est quelqu'un qui c'est quasiment, il n'est pas loin d'être un self-made man. C'est un monsieur qui s'est battu dans sa vie, même si c'est vrai que son père avait déjà l'argent, son père lui a donné un capital, mais on peut donner même 1 milliard de capital à quelqu'un et puis il va rien faire de ça. Donc, c'est un monsieur qui, voilà, dans la vie même des affaires, il a su se faire. En tout cas, il a su s'inventer. Et puis, dans la politique aussi, il a su s'inventer. Parce qu'au départ, il faut savoir que ça très rapidement, Donald Trump, c'est quelqu'un qui n'était pas au départ, c'est pas un politicien, c'est pas quelqu'un qui a milité, qu'on connaît depuis longtemps, qui est dans l'establishment politique et tout. C'est un gars, c'est quelqu'un qui vient du milieu des affaires, mais il a pu s'imposer dans un parti politique jusqu'à être candidat, gagner les élections, attendre 4 ans pour revenir. Donc, il faut savoir que c'est un monsieur, ça a transformé dans son thème astral, il s'est transformé les défis en opportunités. C'est sa force qui est là. Et je pense que nous, en tout cas, en tant qu'Africains, il faut s'inspirer de son parcours, de sa façon de se comporter. Parce que, au départ, il n'était pas bien parti pour gagner, compte tenu d'un certain nombre de choses qu'il avait, mais il a pu s'imposer et tout. Donc, il faut voir cet aspect-là des choses. Donc, à mon avis, contrairement à ce que les gens pensent, Donald Trump, c'est un républicain. J'ai vu quelqu'un qui allait prendre photo avec Ivanka Trump et qui se promène sur les réseaux sociaux. Bon, vous connaissez la personne, lui, il aime faire selfie, il aime se prendre les photos avec les gens. Il pense que c'est ça que les gens, les Ivoiriens vont regarder pour le voter. Bon, de toutes les façons, ça montre encore une fois ses limites. Parce que des opposants qui n'ont pas de programme politique, ce sont des faits comme ça qui vont essayer d'exploiter, mais pendant combien de temps et pour combien de personnes? Parce que je ne vois pas comment est-ce que tu vas venir convaincre quelqu'un de te faire voter parce que simplement, toi, tu as des similitudes avec Donald Trump. Bon, c'est même pas un argument politique. Ça veut dire que c'est des gens qui sont perdus d'avance. Ils n'ont aucune boussole. Leur seule boussole, c'est que le président Ouattara n'a qu'à leur donner le fauteuil, ils vont s'asseoir là-dessus. Alors même que c'est pas le président Ouattara qui donne le fauteuil. C'est le peuple ivoirien qui donne le fauteuil. C'est l'électorat de Côte d'Ivoire qui donne le fauteuil. Et c'est là où, justement, on voit encore leurs limites. Je crois que hier, tu étais en train d'en parler. Le PPACI qui veut saboter le processus d'enrôlement sur la liste électorale. Encore une fois, parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien fait pour que justement ils puissent avoir profité de cette liste-là. Ils ont toujours combattu la liste, ils ont combattu l'institution qui gère les élections en Côte d'Ivoire, et puis en même temps, c'est des gens qui marchent et qui se grattent les fesses, excusez-moi des termes,
On ne peut pas courir et se gratter les fesses. Quand tu cours, tu te grattes les fesses, tu tombes forcément. Donc, on ne peut pas dire qu'une institution n'est pas bonne. Et puis, en même temps, après, on dit non, il faut venir s'inscrire sur la liste électorale. On dit l'institution gère mal le recensement électoral. Et puis, en même temps, on demande une prorogation. Enfin, bref, ils disent tout et n'importe quoi. Ils disent une chose et son contraire. Et ils font ce qu'on appelle des politiques, des propos ou des politiques de fuite en avant. On peut pas vouloir, en tout cas, faire la politique aujourd'hui où on est là, au niveau où le président Ouattara a mis la politique en Côte d'Ivoire là. C'est-à-dire, il y a beaucoup de politiciens, les matus vus, ceux qui aiment le vuvuzela, tout ça là, ils sont disqualifiés. La population même les disqualifie. Parce que eux-mêmes, leurs propres même militants là, aujourd'hui, se pose la question de savoir, mais nos leaders politiques, qu'est-ce qu'ils proposent comme programme de gouvernement? Jusqu'à présent, on ne voit pas. Le PPACI n'a pas de programme de gouvernement. Quand on leur demande, c'est maintenant ils vont écrire leur programme de gouvernement. On n'est même pas encore à 1 an. On a moins d'1 an quasiment des élections présidentielles. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est en octobre. Et nous sommes rentrés dans le mois de novembre. Donc, on a environ 11 mois des élections présidentielles. À quel moment vous allez rédiger votre programme politique? Ça, c'est un. Chaque agent qui se fait passer pour un grand intellectuel, qui connaît le papier, qui est vraiment l'homme le plus intelligent de la Côte d'Ivoire. Lui aussi n'a jamais parlé de son programme, le gouvernement. Il sort quelquefois des phrases qui montrent que, bon, on voit plus ou moins le sens dans lequel il va aller sur le plan de la politique, mais on ne connaît pas globalement, parce que pour juger le programme de quelqu'un, il faudrait qu'on ait la totalité du programme, qu'on puisse l'analyser de fond en comble pour pouvoir justement se prononcer, non pas sur des bribes. En fait, pas sur des critiques, parce qu'un politicien ne sera pas jugé sur les critiques que tu portes sur ton adversaire, mais c'est plutôt qu'est-ce que tu proposes en termes de solutions pour régler les problèmes de la population sur tous les plans, le plan social, le plan économique, le plan ainsi de suite. Voilà la réalité. Donc, ce qui est important ici, c'est que nous devons continuer à garder le cap. Tu viens de dire tout à l'heure qu'aujourd'hui, le RHDP a fait une très bonne opération en termes en tout cas, d'inscription sur la liste électorale. Donc, le RHDP joue le jeu républicain. Le RHDP joue le jeu de la politique saine et la politique au sens propre du terme, parce que aujourd'hui, nous pensons que tous ceux qui font la politique vont être de plus en plus disqualifiés par les populations. Ceux qui vont faire la politique pour aider et pour faire des actions dans le sens d'aider la majorité, en tout cas la cité, ce sont ceux là que les politiciens, désormais les populations vont prendre en compte, et ce sont ceux là que désormais les populations vont considérer, parce que les esprits sont de plus en plus ouverts. La plateforme essaie de travailler dans ce sens-là, mais le président Ouattara, même de par ses actions politique, par tout ce qu'il est en train de faire, aide les gens à ouvrir leur esprit. Aujourd'hui, même pour la députation, quand vous allez pour battre campagne, ce que les gens veulent entendre, c'est ce que vous êtes capable de faire. Ce n'est plus que vous êtes un bel homme, ou bien on est de la même région, ou bien ainsi de suite. Donc aujourd'hui, les gens ne sont plus à ce qu'on appelle le superficiel. On va au-delà de ta beauté, au-delà de tes belles paroles. On veut savoir, concrètement parlant, ce que tu es capable d'apporter pour aider au bien-être de la majorité des gens. Donc aujourd'hui, le RHDP est en train d'éduquer la population ivoirienne. Mais malheureusement, on lui dit souvent, certains de nos frères, certains de nos, en tout cas, ceux qui sont à la direction du parti, certains rament à contre-courant. C'est de ça qu'on parle la plupart du temps. Mais je pense que ces personnes-là sont le plus souvent identifiées. Mais notre chance, c'est qu'il y a des gens comme la plateforme qui en tout cas, essaie de dénoncer ces comportements qui, en tout cas, ne sont pas de nature à nous favoriser, en tout cas, être en conformité avec la politique du président de la République, qui est d'aider son prochain, d'aider les Ivoiriens à pouvoir évoluer. Okay. Les opposants, et notamment les gens du PPACI, se plaignent que oui... On a atteint les 10 minutes. Ah, j'atteins les 10 minutes, d'accord, très bien, ok. Donc, je vais m'arrêter là. On va vous laisser faire la conclusion globale en même temps pour fermer le direct. Ah, d'accord, ok. Je vais, dans ma conclusion, profiter pour dire que le problème des Libanais,
il y a des solutions pour le problème des Libanais. L'une des solutions que moi je propose, c'est que le gouvernement, ce n'est même pas par rapport aux Libanais seulement, mais par rapport à tous les étrangers en général qui sont dans le tissu économique, qui, en tout cas, globalement parlant, dominent le tissu économique. Je pense qu'à ce niveau-là, à l'occasion, j'ai identifié 7 ou 8 solutions que dont je vais parler dans une autre intervention concernant ce problème libanais. C'est bien de les soulever, mais on va proposer des solutions. En tout cas, de façon humble, humblement parlant, on va proposer des solutions. Si on nous écoute, c'est bon, mais ces solutions-là peuvent être approfondies ou même être améliorées d'une façon ou d'une autre. On pourrait même le faire le lundi, si vous voulez. Voilà, par exemple, donc lundi, certainement, Inch'Allah, je prendrai la parole pour parler en tout cas de moi, mes solutions, par rapport même, pas seulement par rapport aux Libanais, mais par rapport aux étrangers en général qui ont souvent des monopoles de fait, qui les gens ont créés, c'est pas des monopoles de droit, c'est pas la loi qui leur a conféré ça, c'est leur comportement qui a fait qu'ils ont eu des monopoles dans ces domaines-là. Parce que l'État doit aider à casser ces monopoles. Je pense que c'est l'un des combats que les gens sont en train de mener aujourd'hui. Et puis bon, il faut que la loi s'applique à tout le monde, quel que soit le niveau social, la race, ainsi de suite. Voilà, il faut que tout le monde, les citoyens, soient égaux devant la loi. Je pense que c'est aussi l'une des solutions. Voilà. Et puis bon, je voudrais aussi dire que faut pas que en tout cas les EPV tombent dans les émotions. C'est-à-dire que c'est normal qu'on ait des émotions, on est tous humains. Mais quelquefois, il faut garder sa sérénité devant certaines situations. Notamment, je le dis souvent, il faut avoir ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Ça veut dire quoi? Se rendre compte qu'on est en train d'avoir peur. C'est la première des choses. Il faut prendre conscience que même que tu es en train d'avoir peur. Ça, c'est la première des choses. Seconde chose, mais quels sont les éléments qui font que tu as peur? Est-ce que ce dont tu as peur, là, c'est réel ou bien c'est imaginé? Parce qu'il y a des peurs qu'on imagine, c'est ça qui donne le stress. Tu as peur justement. Après, tu ne sais même pas pourquoi tu as peur toi-même, ça devient un stress pour toi. Quelquefois, quand tu gardes ta lucidité... Cher René, on va essayer de conclure parce que je suis en train de piéger. Ok. Bon, merci à tout le monde et bon courage et bonne continuation. Que Dieu continue de mettre la baraka sur la plateforme, essayer de vraiment que Dieu continue de soutenir la plateforme, que Dieu continue d'inspirer tous les intervenants sur la plateforme et que Dieu continue de soutenir encore une fois la plateforme, lui apporter toute la force spirituelle nécessaire pour nous permettre d'avancer, que Dieu accorde longue vie, bonne santé au président de la République, que Dieu l'inspire davantage dans tout ce qu'il entreprend comme action et activité en faveur des Ivoiriens. Vive la Côte d'Ivoire, vive la République, vive les EPV. Bon week-end à tous. Merci beaucoup, cher René. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont participé. Demain, on sera sur TikTok. Et le lundi, on va pouvoir approfondir la question davantage. Et que la grâce divine demeure en chacun de nous. Merci beaucoup. Allez, bye bye.